Bonjour à tous, merci d'être là pour ce débat, changer de cap avec l'ESS des utopies aux réalisations. Nous allons parler de 2 ouvrages, l'ouvrage de Timothée Duverger, Utopie locale, les solutions écologiques et solidaires de demain, que je vous montre, paru dans la collection Monde en transition des Petits Matins, et l'ouvrage de Thierry Jantet, Économie sociale et solidaire, la clé des possibles, paru dans la même collection. Alors aujourd'hui pour discuter, bonjour Timothée, pour débattre avec nous de comment l'ESS peut nous permettre de changer de cap, nous avons Jérôme Sadier, président de l'ESS France et du Crédit Coopératif, Camille Dorival, directrice de la collection Monde en transition au Petit Matin et consultante chez Copanam. Thierry Jantet, président de la fondation AG2R La Mondiale, et Timothée Duverger, chercheur associé au Centre Émile Durkheim et maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Jérôme Sadier pour qu'il nous présente la République de l'ESS, donc dans le cycle de conférences où s'inscrit ce débat. Bonjour à tous et merci Naïri. Oui, effectivement, en quelques mots, nous avons placé ce débat sous plusieurs égides, à vrai dire, mais en tout cas celle de la République de l'ESS, qui est un espace de débat et de construction collective voulu par ESS France, qui est la confédération de l'ensemble des têtes de réseau et réseaux d'acteurs de l'économie sociale et solidaire en France, qu'ils soient nationaux, territoriaux, sectoriels ou pas. Et la République de l'ESS a vocation, en tout cas durant l'année 2021, de favoriser le débat entre acteurs de toute nature de l'économie sociale et solidaire, qu'ils soient des organisations, des individus, des responsables ou simples adhérents ou sociétaires, des militants ou des bénévoles, des cadres dirigeants ou pas, pour faire en sorte que l'ESS apparaisse vraiment politiquement comme ce qu'elle doit être, à vrai dire, à savoir une solution d'avenir. Et pour ce faire, qu'elle se dote d'un corpus politique qui n'existe pas toujours. Nous avons souvent des statuts qui portent l'organisation de nos organisations, à savoir des associations, des mutuelles, des coopératives, des fondations, des entreprises sociales, pour parler des principaux statuts. Mais les statuts ne suffisent pas non plus à expliquer ce que nous sommes et ce que nous voulons faire. Et donc l'ambition de la République de l'ESS, par un biais participatif, c'est de proposer à chacun de contribuer sur la plateforme en ligne qui porte son nom, de contribuer à l'élaboration d'une définition politique de l'ESS, d'une carte d'identité, d'une déclaration de principe, je ne sais pas encore comment nous allons exactement l'appeler, mais qui, au-delà des statuts, au-delà des grands principes sur lesquels on a l'habitude de communiquer, qui puissent le plus concrètement possible, mais avec une forme de vision politique, dire ce à quoi nous aspirons. Et ce sera évidemment important dans le cadre de l'élection présidentielle, mais c'est pas qu'un objet de plaidoyer politique, c'est aussi un objet de définition politique pour le long terme. Et j'espère que vous serez nombreux à pouvoir y participer. Nous aurons d'autres événements encore dans les semaines et les mois qui viennent pour parvenir en principe au 2 décembre, date d'adoption de cette déclaration. Voilà. Bah, une carte politique de l'ESS, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, en effet. Merci J'espère bien. Jérôme. Alors, Camille Dorival, donc, est-ce que vous pouvez nous présenter la collection Monde en transition qui a été inaugurée avec ces 2 livres que j'ai présentés tout à l'heure à nos auditeurs? Oui, merci Naïri. Alors, l'idée de la collection, elle m'est venue pendant le premier confinement parce qu'on parlait beaucoup à ce moment-là du monde d'après. Et je me suis dit que ce monde d'après, en fait, il existait déjà en partie, et notamment grâce à l'économie sociale et solidaire, mais que ces initiatives n'étaient pas assez valorisées. Et par ailleurs, je me suis dit aussi que l'ESS représentait évidemment un beau modèle porteur pour être
moteur dans la construction de ce monde d'après, mais qu'elle avait parfois tendance à rester dans une sorte d'entre-soi, dans un confort, et à pas toujours se positionner pour entraîner avec elle l'ensemble de la société et de l'économie. Donc, l'idée avec cette collection, c'était à la fois de valoriser l'apport de l'ESS dans les transitions du monde, et puis de l'affirmer comme un élément moteur dans ces transformations. Et d'ailleurs, c'était complètement cohérent avec l'appel de SS France qui est sorti à ce moment-là, qui s'appelait Pour que les jours d'après soient des jours heureux, qui a été voilà, lancé à peu près au moment où j'étais en train de penser à cette collection. Et elle est cohérente aussi avec la démarche évidemment de la République de l'ESS qui fait suite à cet appel. Et c'est pourquoi Jérôme nous a invités à présenter cette collection dans ce cadre-là. Donc c'est une collection qui comportera 4 titres par an. Les deux, elle a démarré avec les 2 ouvrages, donc celui de Thierry Jeantet et celui de Timothée Duverger qui vont vous présenter abondamment. Et puis j'ai envoyé aujourd'hui même à l'éditeur le manuscrit du 3e ouvrage qui doit sortir en juin, qui est un ouvrage d'Arnaud Lacan qui porte sur le rôle pionnier de l'ESS dans les modèles de travail et d'emploi durable. Et puis, on aura un 4e ouvrage en octobre que je rédigerai moi-même sur le rôle de l'ESS dans la transition écologique. Et on est en train d'élaborer le programme 2022 qui devrait comporter aussi 4 ouvrages. Et alors, juste avant de terminer, je voudrais souligner que la collection n'aurait pas pu avoir lieu, voir le jour sans le soutien de 6 partenaires de l'ESS qu'on remercie vivement. Donc, évidemment, ESS France et l'Association des lecteurs d'alternatives économiques, qui sont d'ailleurs à l'origine de l'organisation de ce débat, mais aussi la Fondation Crédit Coopératif, AG2R La Mondiale, la Massif et le labo de l'ESS. Donc, merci à eux. Merci Camille. Alors, donc, la crise sanitaire a déjà porté ses fruits un peu avec cette collection. Jérôme Sadier, la crise actuelle nous révèle qu'il est nécessaire de changer de modèle. Pourquoi? En quoi est-ce que cette crise nous révèle ça? Pardon, avec le son, c'est mieux. Moi, je suis pas un grand clerc, mais il me semble que il faudrait, pour commencer à répondre collectivement à la question, qu'on se projette 1 an en arrière, en fait. D'ailleurs, c'est assez symptomatique parce qu'en fait, je pense que l'état d'esprit dans lequel nous étions collectivement il y a 1 an en arrière n'est pas tout à fait le même que celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Camille évoquait tout à l'heure le texte que j'avais fait sortir le 4 mai dernier, qui commençait à parler de ça, d'ailleurs, qui évoquait le fait que la crise était sanitaire, mais en fait, cette crise révèle aussi une crise économique et sociale et environnementale et même, à vrai dire, démocratique très profonde, et la crise agit à certains égards comme un révélateur d'impasse en termes de modèle. Les origines de la crise sanitaire sont encore aujourd'hui discutées, mais on imagine qu'il peut y avoir des causes qui sont liées à la fragilisation des écosystèmes environnementaux. Mais au-delà de ça, les conditions de sa diffusion et derrière la contagion la contagion à l'économie tout entière mondiale, ce qui est quand même, je pense, sans précédent dans l'histoire de l'humanité, est liée au mécanisme de modèle économique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et du coup, les conséquences sociales qui ne sont pas encore dramatiques, mais qui pourraient le devenir, seront donc et aussi liées à une crise, à mon avis, de modèle. À ce titre-là, la crise aura eu un effet amplificateur d'un phénomène de crise. Donc la question qui se posait il y a 1 an, quand on a sorti le texte, c'était de savoir qu'est-ce qu'on voulait après. Et moi, ça me semblait parfois un peu naïf de dire que par définition, le monde d'après allait forcément être beaucoup plus radieux et que, évidemment, on allait tirer les leçons de la crise et que plus jamais, en fait, on se retrouvait confronté à ce type de situation. Et moi, j'étais un petit peu plus sceptique ou réaliste. Je voudrais pas, surtout pas briser les rêves, mais je pense que le monde d'après, ça ne se décrète pas, en fait.
ça se construit et ça commence par une analyse critique des raisons qui le justifient. Et parmi les raisons qui le justifient, il y a le fait que nous sommes à plusieurs égards soit dans une impasse, soit face à un risque mortel. Les impasses, je pense que c'est lié à la financiarisation extrême de l'économie et à la fragilisation des modèles sociaux et au-delà de ça, de la cohésion sociale de nos sociétés. Je parle pas forcément parler d'État en particulier, mais au niveau mondial, ça me paraît être un phénomène évident. Et puis, les dangers majeurs auxquels nous sommes confrontés par ailleurs. Évidemment qu'il y a le danger lié à la fragilisation totale de l'écosystème environnemental au niveau planétaire. Et puis, je crois peut-être, je sais pas plus grave, mais enfin en tout cas, à mon avis, c'est plus à court terme, la fragilisation de nos modèles démocratiques. Parce qu'on voit bien que face à des situations de crise comme celle-là, finalement, ce qui prévaut, c'est la tension entre les individus, c'est la tension entre les intérêts, c'est la tension entre les États. Et quelque part, la réponse démocratique paraît parfois bien faible par rapport à ces enjeux-là. D'où la question de savoir à partir de quel principe on veut réagir à la crise. Et il m'a semblé que ce que propose l'ESS, parmi d'autres, parce que je ne prétendrai pas que l'ESS a l'ensemble des réponses à la crise, et pas même d'ailleurs pour inventer un nouveau modèle, à vrai dire. Mais par contre, elle fait partie des solutions. Ce que nous portons en termes de principes d'action dans l'activité économique et sociale, notamment le fait de nous appuyer sur la citoyenneté économique, sur le fait de nous appuyer sur le collectif, de veiller, si ce n'est à l'intérêt général, du moins à l'intérêt collectif, d'agir de façon patiente, de mobiliser la finance de façon durable, de veiller à la fragilité des écosystèmes, qu'ils soient sociaux, environnementaux, etc., etc. Des principes qui sont au cœur de nos actions, qu'on a parfois d'ailleurs du mal, et Camille a eu raison de le souligner, à expliquer. Parfois, on s'appuie un peu trop sur nos histoires, un peu trop sur nos statuts, en oubliant d'expliquer ce que signifie tout ça, en fait. Et je reboucle à ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité de redire politiquement ce que nous sommes, parce que, en fait, à l'origine de ce que nous sommes, il n'y a pas que la réponse à des besoins ou des services non satisfaits, il y a le fait de vouloir le faire de telle ou telle façon. Euh, en engageant collectivement les citoyens qui ont besoin de cette réponse, en choisissant des formes collectives d'entrepreneuriat ou de mobilisation des ressources ou de création de la valeur, etc., etc. Et tout ça a du sens par rapport à la situation dans laquelle on vit. Et donc, du coup, et j'en finirai par là, pour l'après, il s'agit de savoir quelles normes économiques nous voulons essayer de faire prévaloir. Et il me semble que ce que représente l'économie sociale au niveau mondial, mais là je pense que je laisserai Thierry en parler, il s'agit de faire en sorte que les principes d'action de l'ESS puissent être ou inspirer la norme économique de demain, parce que pour moi, il n'est absolument pas question, comme nous y a invité Camille tout à l'heure, à rester dans l'entre-soi, mais plutôt à essayer d'irriguer et de parler d'ailleurs au-delà de l'ESS, mais il faut quand même parler de ce qu'est l'économie sociale et solidaire pour commencer. Merci Jérôme. On va poursuivre cet état des lieux avec Timothée Duverger. Alors, quels sont les enjeux que met à jour la crise sanitaire que nous traversons actuellement? Déjà, bonjour à tous. Ils sont pluriels, effectivement. En fait, c'est une question en réalité presque de civilisation qui est posée, parce qu'effectivement, ça touche à je dirais, à l'ensemble des dimensions d'une société. On le voit parce que d'abord, la crise sanitaire, elle a une origine environnementale, liée à la fois au déclin de la biodiversité, aux pratiques de braconnage, et puis le tout nouveau virus, je dirais, étant diffusé par effectivement la mondialisation. Voilà. Donc il y a clairement une origine environnementale et puis un modèle économique qui derrière ce que disait également Jérôme est évidemment questionné par là. Donc une question écologique avec derrière la question d'ailleurs, quand on parlait du monde d'après, est-ce qu'on était sur reboot ou reset, c'est-à-dire est-ce qu'on est effectivement sur un redémarrage ou sur une réinitialisation du système? Voilà, c'était ça et également l'une des questions derrière du point de vue des modèles. Et c'est vrai que la crise, elle révèle au fond un certain nombre de fragilités
soit qu'elle révèle, soit qu'elle amplifie en fait même en réalité, que ce soit donc dans le domaine écologique, on l'a dit, hein, voilà, ça c'est clairement on voit que nos sociétés ont des points de fragilité. Cela vaut également dans le domaine des solidarités, on le voit particulièrement dans le choc économique et social qui arrive effectivement en France. Des catégories comme les jeunes par exemple qui ne sont pas suffisamment couverts en réalité par le système de protection sociale puisqu'ils sont notamment exclus du RSA, se retrouvent en grande fragilité dès lors que eh bien, ils ne peuvent plus faire de petits boulots, qui sont isolés à cause des cours à distance. Et donc là, ça interroge automatiquement notre système de protection sociale. Donc là, il y a un enjeu fort, en fait, de quelle est la résilience de notre système de protection sociale face à des chocs de ce type. Donc ça vaut pour les jeunes, ça vaut également pour les indépendants. Hein, c'est la question des commerces non essentiels qui sont fermés parce que finalement, les mesures de sécurisation des revenus ou disons de maintien au niveau de flottaison des entreprises ne suffisent pas toujours. Voilà. Donc là, il y a un sujet aussi sur la question des indépendants, sur la question également des femmes, puisque on l'a vu sur les métiers d'utilité sociale, par exemple. C'est-à-dire souvent, celles qui ont été en première ligne, ce sont les caissières, ce sont les aides à domicile. Donc il y a un sujet aussi autour de la question des questions de genre finalement. Il y a un sujet autour du numérique, hein, la question du télétravail, et derrière il y a la question du lien social, hein, souvent. C'est-à-dire que finalement avec la distanciation sociale, c'est une société qui est fragilisée puisqu'en fait le lien social ne se produit plus. Et donc il y a des phénomènes bien sûr de fracture numérique, mais aussi des phénomènes d'isolement liés véritablement à cela. Et enfin, une crise évidemment démocratique, puisque la démocratie a quand même été largement suspendue. Parce que d'abord, il y a eu un report des élections avec une participation derrière beaucoup plus faible pour ce qui est des municipales. Les régionales et les départementales ont aussi été reportées et on va voir là comment ça se passe. On le voit également du point de vue des libertés, que ce soit la liberté de manifester, même les libertés de se déplacer hein, sont contraintes. Bon, il y a effectivement toutes les contraintes liées finalement à l'état d'urgence sanitaire. Donc il y a effectivement un certain nombre d'enjeux comme ça qui nous obligent à repenser, je dirais, la résilience de la société, mais pas seulement dans cette idée de finalement comment on revient au monde d'avant, mais bien justement quelles sont ces fragilités, comment les corriger pour que ça ne se reproduise pas demain. Et donc, dès lors, quel modèle de société peut convenir pour cela. Voilà, je crois que les différents, pour conclure là-dessus, finalement, à travers ces différentes tendances qui ont été, ces différentes fragilités qui ont été révélées et amplifiées par la crise, on voit bien que le sujet, c'est est-ce qu'il ne faut pas, finalement, ne faut-il pas bifurquer? Voilà, c'est la question de la bifurcation de nos sociétés. Quelle orientation donne-t-on finalement à notre destin collectif? Voilà, c'est ça l'enjeu fondamental en réalité. Et quelle réappropriation? Est-ce qu'on se contente de subir les crises à venir ou est-ce qu'au contraire, on les anticipe et on réoriente le cours finalement de nos sociétés? Merci Timothée. Alors vous évoquiez le risque qu'on revienne comme ça au monde d'avant, comme si de rien n'était. Thierry Jeantet, est-ce que le capitalisme ne risque pas de rebondir, voilà, comme si de rien n'était? Merci de la question. Merci à Camille, Jérôme et Timothée pour ce qu'ils viennent de dire. Je suis évidemment d'accord. Je crois que nous sommes, ils l'ont dit, dans un contexte totalement inédit, parce qu'il ne s'agit pas d'une crise, mais d'un cumul de crises qui peuvent remonter dans le temps. Hein. Crise alimentaire, crise sociale, crise climatique, autre crise sanitaire, crise économique évidemment. Donc on est dans un long processus de crise. On pourrait rappeler simplement 2008-2011, mais il y a tout ce qui a précédé et on aurait tort de l'oublier. Je voudrais simplement citer deux chiffres, parce que c'est une crise internationale, comme le disait Jérôme tout à l'heure. Pauvreté, dans le monde, 10% de la population mondiale est en dessous du seuil de pauvreté, et dans le seuil de pauvreté. L'inégalité, 1% des plus riches pompe, si j'ose dire, absorbe 27% de la croissance mondiale. C'est, bon, pas moi qui le dis, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Et on pourrait multiplier ces chiffres. Donc on est véritablement dans on voit apparaître, je dirais, la fin d'un système. Si on refuse de le voir, rappelons-nous que sur le terrain, que ce soit au Chili, que ce soit en Algérie, que ce soit en Irak, que ce soit en Tunisie et dans bien d'autres pays, et même sporadiquement en Europe, les peuples protestent et il y a des mouvements contestataires.
Et ils ne datent pas d'avant-hier, ils datent de plus longtemps, mais ils sont de plus en plus nombreux. Donc, il est impossible de ne pas s'interroger. La crise climatique, évidemment, est un élément parmi d'autres, et le Covid est effectivement éclaire tout ça sur un jour plus cru que jamais. Et j'ajoute, je pointe au passage que les inégalités prennent aussi une nouvelle porte d'entrée, si vous me permettez la question. Timothée le soulignait tout à l'heure sur le plan social. Mais globalement, regardons la difficulté que beaucoup de populations ont pour avoir accès au savoir. Regardons effectivement la difficulté d'accès aux nouvelles technologies, à Internet. Regardons effectivement les nouveaux types d'exclusion qui frappent notamment les jeunes. Alors face à ça, effectivement, on nous propose une relance du capitalisme. Et c'est vrai que le capitalisme donne des signes de vigueur avec les GAFA, avec une bourse incroyablement bien portante. Et je pourrais donner d'autres exemples. Donc on peut se dire, ah ben oui, il va une fois de plus rebondir, et certains préconisent d'ailleurs de reprendre le gouvernail. Mais quel gouvernail et pour qui? Le problème est de savoir pourquoi faire. Moi, je voudrais dire qu'il est absolument ahurissant, je pèse mes mots, de voir que les innovations technologiques et financières sont déifiées, mais qu'inversement, les innovations politiques, celles qui prennent ensemble les questions économiques, sociales, écologiques et démocratiques, ne sont pas acceptées, je dirais, d'une certaine façon. C'est une contradiction flagrante. Et donc, il va falloir lever les écrous, je dirais. Et face à ça, l'économie sociale et solidaire, vous l'avez dit tout à l'heure, les amis, n'offre pas un carcan. C'est une sorte de modèle, mais c'est surtout une boîte à outils. C'est surtout des options et des options très clairement définies. Et si on prend les termes des valeurs de l'économie sociale et solidaire, on voit bien que ça pointe des réponses par rapport aux situations critiques que Jérôme, Timothée et Camille décrivaient tout à l'heure. La démocratie, principe essentiel de l'économie sociale et solidaire, l'équité, l'ancrage de l'économie dans le réel et le respect des personnes autant que le respect de la nature. Donc il faut effectivement que l'économie sociale et solidaire s'affirme et reprenne son projet politique. Alors on nous propose des solutions mixtes. La raison d'être, les entreprises à mission et dans d'autres pays, d'autres solutions. Tant mieux, croyons à la responsabilité sociale et environnementale. Intéressons-nous à ce que fait le Global Compact. Mais regardez l'exemple de Danone. On montre bien l'ambiguïté de ceux qui veulent en même temps garder le système capitaliste mais saupoudrer un peu de social. Il y a un moment donné où ça ne marche pas parce que ce n'est pas cohérent avec le système. L'économie sociale et solidaire, face aux besoins de cohérence, elle offre un ensemble de solutions qui s'emboîtent les unes les autres. Elle a une démarche cohérente. Alors je dirais simplement à ce stade, n'oublions pas que l'économie sociale et solidaire pèse déjà lourd. Les 300 plus grandes coopératives du monde, c'est 2,5 fois le chiffre d'affaires des GAFA. Et puis je pourrais multiplier les exemples de ce type en pensant aux grandes entreprises coopératives ou mutualistes dans le monde. Mais je voudrais juste à ce stade dire une chose. Apprenons ensemble comment agir en économie sociale et solidaire. Je crois que d'une certaine façon, nous avons besoin d'une école transfrontière de l'économie sociale et solidaire pour agir concrètement sur le terrain. Et il y a pour cela la base qu'il faut, parce que l'économie sociale et solidaire est présente partout dans le monde. Merci Thierry. J'avais été très intéressée dans votre livre par le fait que vous disiez justement que les inégalités s'étendent aujourd'hui à de nouveaux domaines. Et là, on va parler beaucoup plus directement de ce que vous racontez tous les deux dans vos livres. Timothée, vous donnez beaucoup d'exemples passionnants. Quelles sont les réponses données par l'ESS à tous ces défis que vous nous avez décrits?
Oui, donc d'abord en fait peut-être insister sur le fait que l'ESS est pourvoyeuse en fait de solutions et ça c'est quand même une spécificité, j'ai envie de dire, c'est-à-dire souvent quand on a une approche critique du capitalisme, en fait on a une approche critique quoi et on en reste finalement à une posture dénonciatrice mais sans jamais finalement se projeter ou énoncer le monde d'après, ou alors on prend le risque évidemment d'être qualifié d'utopiste. Hein, voilà. Ça, c'est quand même un élément, il me semble, qu'il faut rappeler. Et c'est vrai que l'ESS, elle a cette particularité d'offrir des solutions ici et maintenant, finalement, dès à présent. Hein. Elle n'attend pas des lendemains qui chantent. Donc, elle a un rapport, finalement, au présent qui est bien plus intéressant de ce point de vue. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai parlé d'utopie locale, hein, parce que l'utopie, normalement, c'est le non-lieu, hein, c'est l'absence de lieu. Alors, donc, évidemment, là, c'était un oxymore que de le poser ainsi, et c'était une manière, voilà, de dire que finalement, un petit peu en reprenant d'ailleurs un auteur aussi important qu'Eric Olin Wright, qui disait finalement qu'il y a donc des utopies réelles, lui, c'est-à-dire des idées transformatrices finalement qui trouvent un ancrage dans la réalité. Voilà, ça c'est je pense un premier élément à rappeler. Alors effectivement, il y a des solutions qui sont nouvelles, on va dire, qui sont mises en place par l'ESS. L'ESS est une dynamique ancienne, évidemment. Hein. Il y a une histoire longue qui remonte évidemment au 19e siècle, mais il y a effectivement ce que l'on pourrait appeler une aile marchande de l'économie sociale et solidaire, de plus en plus importante, notamment sur les territoires, qui effectivement teste de nouvelles solutions, qui réalise en fait un couplage. Là, il y a ma fille qui rentre, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, peut-être fermer la porte. C'est les aléas de la visioconférence. Oui. Aléa sympathique. Elle se signale hein, en arrivant. Donc, je disais, il y a un couplage en fait entre les questions de solidarité et d'écologie, un couplage nouveau finalement, qui est éminemment intéressant et qui se trouve souvent sur les territoires. Pourquoi? Parce que souvent, on avait des approches auparavant qui étaient des approches souvent à la fois verticales et sectorielles, c'est-à-dire finalement, quand on a un problème social, on va identifier le public cible, identifier le problème et puis poser une résolution de ce problème. Donc, ça a donné nos grandes politiques sociales. Si je prends le cas des départements, c'est les grands blocs de la protection de l'enfance, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de l'insertion. Là, la spécificité, c'est qu'on est au niveau territorial, on est sur une approche qui à la fois est transversale, c'est-à-dire qu'on peut avoir une approche complexe finalement des problèmes à résoudre. Et le deuxième aspect, c'est qu'on est en proximité. Donc, on peut avoir aussi une participation des citoyens bien plus importante. Voilà. Et ça reconfigure fondamentalement finalement les choses. Et à partir de là, on peut avoir tout un tas de solutions. J'en citerai quelques-unes très rapidement. Je pense par exemple à un projet, je vais vous citer des exemples bordelais, parce qu'après tout, moi je viens de Bordeaux, donc je ne vois pas pourquoi je ne les citerai pas. Mais il y en a plusieurs, par exemple le champ de l'économie circulaire qui est très intéressant, puisqu'effectivement, on se pose la question d'une économie plus économe, pour le coup, en ressources. Voilà. Et là, à Bordeaux, vous avez un exemple, c'est le projet ICOS, qui est un projet finalement qui fédère des acteurs de l'économie circulaire qui ont des statuts variés. Il peut y avoir le relais, par exemple, qui est sur le réemploi de vêtements. Il peut y avoir le livre vert qui est sur le réemploi de livres. Il peut y avoir l'atelier d'éco-solidaire qui va s'occuper d'objets de décoration. Hein, et tout ça, finalement, croisant souvent d'ailleurs des personnels qui sont en insertion. Et donc, ce projet, finalement, de coopération qui se produit à Bordeaux, eh bien, va permettre une forme d'industrialisation de la solution, puisqu'on va avoir une création d'une centaine d'emplois grâce à cette coopération d'acteurs dans le champ de l'ESS autour de l'économie circulaire. Voilà. Ça, c'est un premier exemple, voilà, qui me semble important. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est au niveau local qu'on est dans de la micro-initiative. Hein. Ces micro-initiatives, elles ont aussi vocation à se fédérer, à se coaliser. Et je crois que ça, c'en est un bon exemple. Il peut y avoir d'autres projets. Je citerai un projet dans le domaine des mobilités qui s'appelle RICOP. RICOP, donc, vous voyez, là, c'est intéressant parce que ça part des directives concurrence qui, au niveau européen, vont libéraliser le rail. Là, on peut se dire, ah là là, la gauche critique va dire libéralisation, privatisation, horrible. Bien sûr, ça s'était déjà produit d'ailleurs dans le cas de l'électricité. Et on a vu une coopérative comme Enercop émerger avec les énergies renouvelables. Eh bien, il y a la même chose dans le domaine ferroviaire avec effectivement RICOP qui veut rouvrir des lignes fermées aujourd'hui, donc en complémentarité de ce que fait le secteur public, là entre Bordeaux et Lyon. Et là, on résout un problème, on résout la fracture territoriale
on résout une question écologique puisqu'il s'agit de concurrencer en fait tout ce qui est transport en car ou en voiture. Et puis, on résout également une problématique démocratique puisqu'en fait, on s'appuie sur le sociétariat, on réunit des fonds grâce à la participation citoyenne. Voilà. Et là, d'ailleurs, il y avait un article il y a quelques jours, pour ça que je le cite, dans Sud-Ouest, qui disait qu'ils avaient réuni les fonds nécessaires. Voilà. Et là, on a un projet, il me semble, qui est aussi éminemment intéressant dans le domaine, là, pour le coup, des mobilités. Hein. Donc, j'ai cité voilà, l'économie circulaire, les mobilités. Évidemment, on pourrait multiplier comme ça les exemples. Je ne vais pas, évidemment, les égrener tous, parce qu'il y en a énormément. Et c'est ça l'élément important, finalement. C'est-à-dire que des exemples, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Donc, toute la question, c'est comment on arrive, évidemment, d'une part, à les amplifier, à les essaimer, à les faire se coaliser, je le disais avec l'exemple auparavant d'ICOS, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'il faut des alliances. Il faut des alliances au sein de l'ESS, bien sûr, mais sans doute des alliances au-delà de l'ESS, avec les acteurs publics, avec les acteurs privés également, sans doute. Hein. Moi, je ne crois pas qu'il faille diaboliser l'entreprise, même s'il faut pointer ses limites. Il faut pointer ses limites, mais pour justement essayer de les réformer finalement. Hein, c'est ça l'élément important. Et donc, il y a toute une stratégie sans doute à monter, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Je ne vais pas développer davantage là-dessus, mais il y a effectivement, en tout cas, des perspectives importantes pour arriver à donner une perspective, à donner du sens, à donner un nouvel horizon de transformation à ces initiatives qui, si elles restaient éparses finalement, si elles ne se rassemblaient pas, eh bien, effectivement, seraient très intéressantes, constitueraient de beaux petits récits, mais ne constitueraient pas une alternative crédible. Voilà, donc tout l'enjeu, évidemment, c'est quelle stratégie et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Voilà. Merci Timothée. D'ailleurs, j'invite les participants à lire votre livre et celui de Thierry parce qu'ils vont trouver beaucoup d'exemples concrets qui illustrent tout à fait le thème du débat d'aujourd'hui. Alors Jérôme, vous êtes cité dans le livre de Timothée et vous dites que l'ESS doit être au cœur du monde d'après. Pourquoi ? D'abord, c'est beaucoup d'honneur que d'être cité dans l'un des multiples livres de Timothée, parce qu'il écrit plus vite que son ombre. Donc, c'est qu'il trouve le temps de me citer modestement. Je suis vraiment très flatté, mais je conseille la lecture des livres de Timothée, par ailleurs. Au-delà de ça, je pense qu'il faut quand même qu'on ait d'abord à l'esprit que la crise va durer, en fait. On y est à peine entré en fait dans la crise. Alors, on a la crise sanitaire et on est tous hyper motivés par l'envie de sortir de la crise sanitaire, de sortir du confinement, d'être vaccinés, etc. Bien sûr, mais au-delà de ça, les effets économiques et sociaux de la crise, ils n'ont pas fini de se faire sentir. En fait, on en prend pour quelques années pour sortir de quelque chose dont on ne sait même pas comment on va sortir, à vrai dire. Donc, il ne faut pas se priver du débat. Comment le dire, du modèle qu'on veut après, par soulagement de sortir de la crise sanitaire. J'espère que c'est clair de ce que je veux dire, mais voilà, on a tous envie d'ici l'été d'être sortis du confinement et des mesures restrictives, etc. Mais si on en oublie d'interroger les raisons pour lesquelles on était plongé là-dedans, c'est quand même un peu dommage. Et pour le coup, c'est quelque part une chance, c'est que comme la crise va durer, on a un peu de temps pour le faire, en fait, à condition d'avoir suffisamment les idées claires. Et notamment de voir au passage qu'il y a quelque chose qui a changé quand même dans le paysage. Thierry l'a dit tout à l'heure excellemment concernant les GAFAM, bien sûr, mais pas que les GAFAM. D'ailleurs, je pense que les entreprises de la globalisation financière et de la globalisation économique, elles se portent très bien. Il y a peu d'exceptions à ça, à vrai dire. C'est assez paradoxal parce que la crise est internationale, mondiale, etc. Sauf que les éléments structurels finalement de cette globalisation financière, que ce soit les entreprises financières, les entreprises logistiques, notamment les entreprises de réseau, de services, de nouvelles technologies, etc. Tout ceci se porte plutôt pas mal, à vrai dire. Et d'ailleurs, la finance se porte très bien, les bourses se portent très bien au passage, etc. Donc, on a ce phénomène d'un côté, et puis on a un autre phénomène de l'autre côté qui est assez inattendu, à vrai dire, c'est que les États redeviennent interventionnistes. C'est quand même pas tout à fait la tendance, hormis évidemment quelques États qui se distinguent par leur caractère antidémocratique et leur volonté de tout contrôler, mais les États sont redevenus interventionnistes, alors même, et on pourrait parler que de l'Europe, qu'a priori, c'était pas en principe dans leur tendance naturelle. Donc on risque de se retrouver, en tout cas, en tant qu'acteur d'une économie plus citoyenne, plus engagée, etc., coincé
entre des grandes logiques et entreprises multinationales qui participent de la globalisation financière du monde, et d'autre part, des États qui redeviennent interventionnistes avec l'envie de tout régenter pour faire repartir l'économie, etc. Et d'ailleurs, on voit bien que parmi les symptômes en France de ce sujet-là, en tout cas pour la partie de l'interventionnisme d'État, les plans de soutien ou de relance qui sont sortis, et je ne les critique pas en fait sur le fond, parce qu'en fait, je pense qu'ils ont le mérite largement d'exister. Mais de fait, à quoi servent-ils à ce jour? Ils servent à relancer l'économie. C'est-à-dire qu'ils servent à reconquérir les points de PIB qui ont été perdus. On ne se pose pas la question du changement de modèle. On se pose la question juste de savoir comment on fait pour retrouver le niveau de croissance économique qui était le nôtre avant la crise. Et d'ailleurs, l'argent public qui est grosso modo déversé par milliards sous l'économie compense à peu près la perte de valeur économique qui n'a du coup pas été créée depuis le début de la crise, sauf que ces plans de relance ne vont pas bénéficier exactement aux mêmes acteurs qu'avant la crise. Et donc, du coup, la question de la réorientation se pose par définition parce que de cette situation-là peut sortir une chose et son contraire. Et c'est bien là que les choix politiques doivent porter. Et c'est un peu ce qui m'inquiète, à vrai dire, dans le débat politique français. Pour le coup, je ne m'y serais pas ailleurs. C'est qu'en fait, on accepte finalement sans plus les compter les dizaines de milliards qui tombent sur l'économie sans finalement jamais s'interroger sur les priorités d'une part et sur les efforts que ça fait porter sur l'ensemble d'un pays pour des années en fait potentiellement. Alors j'introduirai pas le débat sur la dette, faut-il la rembourser, etc. Et la question de savoir si on a un débat sur les priorités économiques est une question fondamentalement politique, bien évidemment, mais qui, du point de vue de l'économie sociale et solidaire, est une question fondamentale. Puisque ce que nous représentons, en tout cas sur le papier, c'est que nous sommes des entreprises ou des organisations qui précisément essayent d'associer le maximum de parties prenantes, que ce soit leurs salariés, que ce soit leurs clients, que ce soit leurs associés ou sociétaires ou adhérents, à la décision stratégique. Si nous, dans ce contexte-là, en tant qu'entreprise qui fonctionnons de cette manière-là, nous n'arrivons pas à éclairer les choix de demain au moyen de notre démocratie, nous passons à côté de quelque chose et en plus, nous nous privons de dire quelque chose à la société tout entière. Et pour rebondir sur ce que disait Thierry tout à l'heure, le poids de l'économie sociale et solidaire, ou de l'économie sociale toute seule, selon comment on l'appelle aux quatre coins du monde, il est évidemment très important, mais il est totalement déconnecté de la réalité de la prise de conscience de ce poids, en fait. Le monde coopératif, il est évidemment un phénomène international, beaucoup plus que le phénomène mutualiste d'ailleurs, mais proportionnellement, combien y a-t-il de citoyens dans le monde qui savent qu'ils sont adhérents d'une coopérative et qui en font usage, à vrai dire, de leur droit à participer à la vie coopérative? Assez peu finalement. Et cette déconnexion entre le vrai poids économique et le poids politique est au cœur de nos problématiques. Donc ça veut dire sans doute qu'il faut avoir quelques idées claires d'abord et fortes ensuite pour dire comment nous voulons participer. Et si on devait nous demander quelles sont les priorités pour vous demain, il faut qu'on soit en capacité, en s'appuyant sur nos réalisations et notre potentiel, de dire lesquelles. Et lesquelles, c'est branché sur le fait que d'abord nous incarnons des entreprises un peu différentes, pas parfaites sans doute, mais quand même singulièrement différentes, qui fonctionnent différemment et avec d'autres visées, au-delà de la question de l'entreprise d'émission, qui est par ailleurs, je pense, bénéfique pour les entreprises capitalistiques qui jusqu'à présent ne se sont pas posé les bonnes questions. Et du point de vue du modèle entrepreneurial, moi, il me semble qu'il faut inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'il faut se comporter comme si, je le disais tout à l'heure, c'était nous la norme de l'économie, en fait. C'est aux autres de démontrer pourquoi leur modèle ferait plus de bien à l'avenir qu'il n'en fait aujourd'hui. À nous de démontrer aussi qu'on fonctionne de la façon dont on fonctionne, on essaie d'apporter quelque chose de positif à la société et qu'on sait aussi le quantifier, ce qui pour le coup est une vraie faiblesse chez nous. Et puis au-delà de ça, on a, par nos réalisations, on doit pouvoir dire en quoi on a déjà eu dans l'histoire économique de la France, mais d'autres pays également, contribué à faire changer le modèle. Parce qu'on a fait changer le modèle. L'économie sociale, elle fait en France partie du contrat républicain. La République française ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si l'économie sociale n'y avait pas contribué fortement. D'une part, en concevant des systèmes sociaux qui n'ont pas été conçus par l'État, qui ont d'abord été conçus par des acteurs de la protection sociale citoyenne et solidaire. La République française ne serait pas ce qu'elle est en termes d'intégration de l'ensemble des populations si, par exemple, pardon de parler en banquier
15 secondes, si l'accès au crédit n'avait pas été favorisé par des banques coopératives. Vous croyez que la société serait la même si les artisans, les commerçants, les petits fonctionnaires, etc., n'avaient jamais eu accès au crédit populaire comme ils l'ont eu grâce aux organismes de crédit ou les agriculteurs, bien évidemment? Certainement pas. Donc la société telle que nous l'avons construite procède d'un changement de modèle auquel l'économie sociale a profondément contribué. Et bien demain, il y aura encore des actes à produire pour changer de modèle. Aujourd'hui, ils peuvent paraître anecdotiques, marginaux, beaucoup trop locaux, etc. Et c'est à ça qu'il faut qu'on construise, parce que aucune des réalisations que je viens d'évoquer paraissait comme mainstream lorsqu'elle a été lancée. C'était des innovations, comme Thierry a pu le rappeler, y compris dans son livre, et comme aujourd'hui Timothée en observe d'autres, mais peut-être qu'il y aura 9 idées sur 10 qui vont foirer, mais peut-être qu'il y aura une idée géniale qui permettra de basculer en termes de modèle, et ce potentiel de l'économie sociale est d'être en prise directe sur les innovations. À nous de les encourager, à nous de les faire changer d'échelle, à nous de les brancher les unes sur les autres aussi parfois, d'où l'intérêt de faire des alliances comme nous y invitait Timothée, parce que je ne crois pas que l'économie sociale fera tout seul. Je ne crois pas qu'elle doive attendre grand-chose de l'État par ailleurs. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'elle fera tout seul. Et déjà, au sein même de l'économie sociale, je ne cesse d'appeler à ce que les coopérations existent entre acteurs de différentes familles ou de différents secteurs d'activité, parce que c'est comme ça principalement qu'on fera changer l'économie sociale d'échelle. C'est pas avec des fonds d'amorçage payés par l'État ou des fonds d'investissement, c'est d'abord en ayant des projets communs. En se branchant sur les territoires, on voit aussi, et j'en finis par là, que on a des gros problèmes, énormes problèmes en France de cohésion sociale et territoriale. Je suis vraiment pas du tout persuadé que un gouvernement, quel qu'il soit, quelle que soit son étiquette politique, va arriver à résoudre cette fracture sociale et territoriale. Par contre, nous, en tant qu'acteurs de l'économie sociale, on est implantés partout et parfois profondément dans les territoires qui souffrent de ce manque de cohésion. Et il me semble qu'on a une responsabilité, au-delà d'une opportunité que je ne saurais qualifier business, et on a une responsabilité politique, civique, d'essayer d'y trouver, l'occasion de recoudre un peu la société française. Merci Jérôme. Donc vous avez insisté sur le caractère participatif de l'ESS. Je rebondis là-dessus pour dire aux participants qui peuvent poser des questions, qui n'hésitent pas dès maintenant à écrire leurs questions dans le logiciel. Alors Thierry Jeantet, vous citez aussi comme Timothée de nombreux exemples dans votre livre qui concernent la mobilité, la culture, l'agriculture. En quoi est-ce que pour vous l'ESS est une réponse à la crise? Alors, je vais encore citer un chiffre. Jérôme avait raison d'évoquer l'importance du monde coopératif dans le monde. C'est un de ceux qui sont le mieux repérés parmi les familles de l'économie sociale et solidaire. Il y a plus d'1 milliard de coopérateurs dans le monde. Plus d'1 milliard de coopérateurs dans le monde. Donc, il y a là un potentiel énorme. Un certain nombre, effectivement, de ces coopératrices le savent, d'autres le savent moins bien. Il a raison de le dire. N'empêche, c'est un chiffre qui est trop peu connu. Et si on y ajoutait les mutuelles, les associations et les autres familles de l'économie sociale et solidaire, ce chiffre serait évidemment largement dépassé. Moi, je voudrais souligner un certain nombre de points. D'abord, c'est la présence de l'économie sociale et solidaire dans tous les domaines, ce que Timothée a très bien montré et Jérôme aussi. On peut penser au théâtre associatif, je pense au compagnonnage de Lyon par exemple, comme on peut penser à Accom, c'est la fibre optique, une des principales entreprises de fibre optique en Europe. On peut penser aux associations sociales, aux médico-sociales. On peut penser, n'est-ce pas, Camille, aux coopératives d'activité et d'emploi comme Copanam à Paris et en Île-de-France. L'économie sociale est présente véritablement dans les domaines sociaux, dans les domaines culturels, dans les domaines industriels, dans les domaines financiers et bancaires. Elle est absolument partout, à des degrés divers bien sûr et qui varient suivant les pays. Mais je crois que ça doit être fortement souligné. Deuxième type de présence, elle est présente sur tous les territoires. Timothée l'a rappelé tout à l'heure, et elle est présente sur tous les territoires dans le monde entier. Pas simplement en France, pas simplement en Europe. Elle est présente sur chaque
chacun des continents et dans quasiment tous les pays de chacun des continents. Autre présence importante, c'est sa présence, c'est la présence des femmes aux manettes de l'économie solidaire sur tous les terrains, dans le sud comme au nord. Je pense aux femmes de Ouarzazate dans le domaine du tissage, par exemple, en Algérie. Je pense tout le travail qu'ont fait les femmes qui produisent en coopérative de l'huile d'argan au Maroc, qui ont créé ce marché. Et je pourrais multiplier les exemples. Je pense aussi au réseau qu'a aidé à créer Pauline Effa au Cameroun entre les villes et l'économie sociale et solidaire. Donc, présence des femmes, je crois que c'est important de le rappeler aussi. Et puis, présence face aux crises, et notamment à la crise du Covid. Je prends l'exemple d'une fondation que je connais bien, AG2R La Mondiale, mais d'autres fondations et d'autres institutions de l'économie sociale ont agi pour empêcher que la crise affaiblisse trop les associations, notamment les associations à caractère social, de façon à ce qu'elles se tiennent debout et, si j'ose dire, leur public aussi. Je pense par exemple à ce qu'a fait Gestar Salud, qui est une institution mutualiste en Colombie pour combattre le Covid, le circonscrire et surtout permettre aux femmes et aux hommes d'être debout. Donc, une présence forte de l'économie sociale sur de multiples fronts. Ce qui veut bien dire que l'économie sociale, encore une fois, n'est pas un carcan, mais je dirais, je prendrais une image, un véhicule tout-terrain qui s'adapte à la sociologie du pays, qui s'adapte aux ressources du pays, qui s'adapte aux habitudes du pays, voire aux institutions du pays, et qui tenant compte de ces données, invente des solutions originales reposant sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Je suis d'accord aussi avec vous sur le fait qu'il y a tout un renouveau en route. Tu citais tout à l'heure Timothée, NERCOP et RELCOP, et je suis très intéressé, je crois que nous devons être très intéressés par leur projet Licorne avec 2 O, avec cette idée effectivement que RELCOP, Mobicop, NERCOP et quelques autres se réunissent pour créer une plateforme leur permettant de jouer dans la cour des grands et être vraiment en position concurrentielle tout en respectant leur originalité et leurs valeurs. C'est-à-dire c'est une approche, je dirais, démocratique, écologique et socio-économique de thèmes fondamentaux, ceux de l'énergie, ceux du transport, ceux de la mobilité, pour ne citer que cela. Je crois que nous devons porter notre attention effectivement sur ce nouveau type d'alliance, mais aussi, je pense, sur les autres formes de groupement possibles. Et la loi de 2014 a beaucoup de vertus, sauf que on a oublié de traiter le droit des groupes, sauf de manière parcellaire pour les mutuelles, et notamment avec le système des sociétés de groupement d'assurance mutuelle. Mais le problème général n'a pas été traité, malheureusement, et à mon avis, il reste à traiter, et ça va dans le sens de ce que vous venez de dire. Et le renouveau, il se fait aussi parfois à l'intérieur du vieux monde de l'économie sociale et solidaire, si j'ose dire. Je pense aux coopératives agricoles qui sont peut-être pas toujours pures et parfaites, mais si on regarde par exemple ce qui se passe en Franche-Comté ou en Bourgogne avec les coopératives, on se rend compte qu'elles sont en marche vers l'agroécologie en tenant compte des préoccupations environnementales et écologiques. Donc il y a aussi des renouveaux dans le monde jugé traditionnel et qu'on regarde parfois un petit peu trop de haut. Et puis, il y a un renouveau qui pour l'instant, ne pointe guère son nez et sa méthode, et ça m'étonne, c'est celui des coopératives d'entrepreneurs individuels. Pourquoi ça? On connaît la puissance des coopératives agricoles, la puissance des coopératives de commerçants indépendants, mais je crois que la formule de la coopérative d'entrepreneurs individuels, qu'elle prenne la forme de CAE ou d'autres formes, doit être recultivée de façon effectivement à permettre à des individus ou à des groupes d'individus qui ont des projets de se grouper intelligemment pour faire face à la concurrence et pour intégrer les nouvelles données
qui ont été présentés par Camille, Timothée et bien sûr Jérôme. Mais tout ça ne peut se faire que si l'économie sociale et solidaire donne plus d'importance que jamais à ses propres valeurs. Car il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce qu'on mesure, comme le disait Jérôme tout à l'heure. Donc je crois véritablement qu'il faut défendre, appliquer et je dirais approfondir les valeurs fondamentales de l'économie sociale et solidaire. Si on veut changer la donne, si on veut véritablement changer de modèle quand même, il faut le dire franchement, il faut se dire que la bourse ne peut plus être le thermomètre. Il faut changer de thermomètre. Et le nouveau thermomètre doit porter non plus simplement sur les données économiques et financières, mais simultanément sur les données sociales, environnementales et démocratiques. Et là, il y a eu des tas le CJDES avait fait en son temps le bilan sociétal, il y a encore beaucoup à faire pour que le thermomètre change, et franchement, ça pourrait être fait assez rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de travaux sur le sujet. Je voudrais insister aussi, comme vous l'avez fait tous les trois, sur l'aspect innovation. L'économie sociale a aussi cette vertu, cette souplesse d'être présente dans l'innovation sociale, dans l'intégration, en faveur de l'intégration sociale, en faveur des solidarités en général, mais aussi elle est présente sur le front sociétal, on le voit bien. Je pense aux associations contre l'homophobie, je pense à MeToo ou d'autres associations de type féministe et à d'autres encore. Elle est présente sur le front démocratique. Elle essaie d'innover sur le front démocratique dans ses propres méthodes de gestion, mais aussi en essayant de diffuser le modèle démocratique. Et puis, elle est innovante en permanence et on n'en parle jamais suffisamment grâce à son système de propriété. Je rappelle son système de propriété qui est à la fois privé et collectif. Et donc, il y a un système qui échappe à la cotation boursière et qui répond à d'autres règles de valorisation beaucoup plus essentielles. Et je pense que ce système de propriété permet justement à l'économie sociale et solidaire d'apporter des solutions et des progrès essentiels, pour prendre un terme qu'on agite beaucoup, celui d'essentialité aujourd'hui. Alors l'économie sociale n'est pas exemple de faiblesse, elle est peu expansive. Heureusement, elle est en train de changer avec la République, le projet République en France. Elle est un peu trop, elle subit un peu trop l'ombre portée par le mot tech et les nouvelles technologies qui ont essayé de tordre, je dirais, l'économie sociale et solidaire. Elle manque encore d'outils financiers qui soient adaptés, à mon avis, plus adaptés qu'ils ne sont aujourd'hui. Donc, il faut effectivement qu'elle se mette à l'œuvre. Et je parlerai tout à l'heure un peu plus de la dimension internationale, parce que tout ça doit se jouer au niveau français, au niveau européen, mais aussi international. Et je pense, et je reprends tout à fait ce qui a été dit par les uns et les unes et les autres tout à l'heure, l'économie sociale et solidaire doit à nouveau se mettre en position de devancière, non pas celle qui recoue le bobo, qui répare, elle le fera toujours de toutes les façons, mais celle qui devance. Merci Thierry. Vous allez tout de suite pouvoir parler du rôle de l'Union européenne notamment parce qu'on va attaquer. Donc donc on a fait un état des lieux. Ensuite on a vu un peu quelles pouvaient être les réponses apportées par l'ESS et maintenant on va attaquer la question qu'on a posée au tout début du débat sur le projet politique de l'ESS. Et donc, Thierry, comment, selon vous, devraient évoluer les relations entre l'État et l'ESS? Donc, vous en parlez longuement dans le livre, ce serait bien que vous expliquiez un peu ça pour nos auditeurs. Et puis aussi, quel devrait être le rôle joué par l'Union européenne? Écoutez, je voudrais prendre d'abord les trois paliers, France, Europe, international, et après je voudrais globaliser, si j'ose dire, le sujet. En France, la relation entre l'État et l'économie sociale et solidaire est une relation historique. Hein, on pense justement. Alors voilà, je citais tout à l'heure le monde de la coopération agricole. Le jeu entre la coopération agricole et l'État a quand même permis le développement de l'agriculture, sa modernisation pendant
des années et des années, il faut jamais l'oublier. Relation très forte aussi entre l'État et les associations, en particulier, par exemple, dans le domaine médico-social et social en général. 60% du budget des associations du médico-social viennent de l'État. Donc, il y a une relation qui est plus ou moins forte. Elle est beaucoup moins forte, évidemment, pour les entreprises d'économie sociale du type, d'ailleurs, bancaire, même si elles sont soumises à un certain nombre de contraintes comme les autres banques, ou aux coopératives industrielles, ou aux coopératives d'artisans, etc. Mais il y a quand même des relations, par exemple, entre la mutualité et l'État, qui sont des relations ambiguës, qui sont anciennes, puisque la sécurité sociale, souvenons-nous, a été accouchée d'une certaine façon, je dirais, dans l'histoire, par l'État grâce au monde mutualiste qui précédait la sécurité sociale. Il s'ensuit depuis un jeu entre l'État et la mutualité, je dirais des relations qui sont à la fois complexes et dynamisantes. On en voit les étapes presque tous les ans, et ce n'est pas un hasard si chaque président de la République en France se rend à l'Assemblée générale de la mutualité française. Donc il y a des faisceaux de relations entre l'État et l'économie sociale et des points, on le voit, durs. Et puis on voit bien que l'économie sociale a des relations avec l'État aussi dans les moments d'urgence. Et on l'a vu avec la Covid-19, avec le rôle qu'ont joué les associations, la mutualité et d'autres, en accord souvent avec l'État. Alors, malgré tout, malgré ces relations, je dirais que l'ESS, globalement, n'est pas dépendante de l'État, et je dirais que Jérôme le disait tout à l'heure, elle doit être de moins en moins dépendante de l'État, mais elle est en tout cas un interlocuteur global qui, reconnu depuis 1981, je dirais, pour simplifier les choses, et qui a une dimension politique qu'il faut effectivement renforcer. Je pense à tout le parcours entre la création de la délégation interministérielle à l'économie sociale et solidaire en 80, à laquelle j'ai participé, jusqu'à aujourd'hui le secrétariat d'État exercé par Madame Olivier Grégoire. Il y a eu une continuité avec des hauts et des bas, mais donc l'économie sociale est bien quand même positionnée face à l'État, mais pas suffisamment pour des raisons que je reprendrai aussi au niveau européen, je vais y venir. Pour l'Europe, ça a été aussi une reconnaissance intermittente entre Jacques Delors, qui l'avait clairement positionné au niveau de la Commission européenne, et aujourd'hui où on voit des personnalités comme Nicolas Schmit, commissaire européen, ou là Engelmann sous un autre angle, qui participe à ce que des mesures soient prises de manière concrète pour qu'il y ait un véritable plan d'action en faveur de l'économie sociale et solidaire. On voit bien qu'entre ces deux moments, il y a eu là aussi des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que comme pour la France, comme pour l'ensemble européen, on a tardé à ce que l'économie sociale et solidaire soit prise, soit, je dirais, véritablement intégrée aux politiques comme une donnée majeure. Elle est restée trop longtemps, je dirais, comme un partenaire un peu à côté, qu'on commençait à reconnaître et à éclairer. Et je crois que nous devons effectivement, en reprenant cette volonté de la République de l'économie sociale et solidaire, faire que l'État, la Commission européenne, reconnaissent l'économie sociale comme un partenaire plein et entier. Et il a la force, l'économie sociale a la force de cela. Je ne vais pas rajouter des chiffres encore maintenant, mais on pourrait en citer quelques-uns. Et puis, au niveau international, je voudrais, parce que je crois qu'il est impensable de répondre à la question que Naïri pose sans voir le plan international. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que des pays d'institutions très différentes, de modes de politique très différents, de sociologie très différents, je dirais de géographie très différents, comme le Maroc, la Corée du Sud, plusieurs États du Brésil, évidemment les États européens et bien d'autres, donc des pays extrêmement différents, voient leurs États, leurs responsables, leurs élus depuis moins de 10 ans, je dirais presque 5-6 ans, s'intéresser de plus en plus à l'économie sociale et solidaire, créer des postes de ministres,
créer des institutions de l'économie sociale et solidaire. Nous avons obtenu, à travers les rencontres du Mont Blanc, le Forum international de l'économie sociale et solidaire, la création d'un groupe pilote international de l'économie sociale et solidaire, qui s'est fait entendre déjà de nombreuses fois avec des États, avec donc l'économie sociale, avec des villes, au sein même de l'Organisation des Nations Unies. Et il y a d'ailleurs un texte en préparation, on espère qu'un jour il sera présenté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, il faut pousser tout ça et du coup, nous avons besoin d'une véritable internationale de l'économie sociale et solidaire entre le Forum international, ce qu'on appelle le GSEF, l'Alliance coopérative internationale, l'Association internationale de la mutualité et d'autres. Il faut vraiment qu'on ait une internationale de l'économie sociale et solidaire. Et il faut d'ailleurs, au passage, je me tourne un peu vers Jérôme, qu'il y ait que les banques coopératives dans le monde s'allient plus fortement pour soutenir ce type de démarche. Mais ce ne sont pas les seuls. Je le provoque exprès parce qu'il est là, bien entendu. Mais je ne peux pas répondre à la question de Naïri sans ce qui me préoccupe le plus à travers ça, ce qui me semble le plus important. Et on a commencé largement à l'évoquer depuis tout à l'heure, les uns et les autres. Je crois que l'économie sociale permet de renverser le modèle. Pourquoi? Parce que le système capitaliste libéral ou pas, c'est le système de la compétition, c'est le système de la concurrence, c'est le système, d'une certaine façon, de la guerre. Guerre économique, guerre plus douloureuse encore. L'économie sociale, c'est la convergence. C'est donc, il faut que l'économie sociale soit de plus en plus provocatrice de ce point de vue-là. Et les uns et les autres, vous l'avez dit, il ne faut pas hésiter de parler avec les uns et les autres en dehors de l'économie sociale. Il faut sortir du précaré, il ne faut avoir peur de personne. Et donc, il faut cultiver effectivement les partenariats, notamment entre l'économie sociale, les collectivités territoriales qui sont habituées à ce type de partenariat et l'État. C'est une expérience, il y a des expériences historiques d'ailleurs dans le domaine, et on en voit des traductions nouvelles sur le terrain. Je pense à la fabrique à projet dans les Vosges, je pense à Convergence ESS en Normandie, je pense à l'habitat des possibles en Gironde et à bien d'autres exemples. Donc, favoriser les partenariats ESS, collectivités territoriales, et à favoriser aussi les partenariats urbains et ruraux. Et je pense que l'économie sociale et solidaire peut être un lien de réconciliation entre l'urbain et le rural. Regardez ce que font par exemple les métropoles de Rennes et de Brest dans ce domaine en France, ou ce que fait depuis longtemps le monde de l'économie sociale avec les villes au Québec, et je pourrais citer évidemment d'autres exemples. Je pense qu'il faut aussi trouver de nouveaux partenariats plus innovants aussi dans le domaine du temps et des activités. Le sujet de la maîtrise du temps, de la gestion du temps, qui avait été très discuté dans les années 80, a été abandonné, évidemment, sous la pression du système traditionnel. Et je crois qu'il faut que l'économie sociale et solidaire aide à la réinvention ou à l'invention d'une politique des temps d'activité, particulièrement en ce moment où les jeunes en ont véritablement besoin et pas simplement en France. Et je voudrais ajouter à ça que l'économie sociale et solidaire, dans ce projet républicain, doit aider à une réinvention des institutions. Vous avez tous, Jérôme, Timothée et tout à l'heure Camille, parlé évidemment de la société civile, de l'origine citoyenne de l'économie sociale et solidaire. Eh bien oui, je pense qu'il faut aller vers une démocratie plus forte, une démocratie du partage des rôles, une démocratie plus directe. Et l'économie sociale et solidaire, notamment à travers le monde associatif, mais pas seulement, y contribue, mais pourrait y contribuer encore plus. Et je voudrais ajouter à cela qu'on ne peut pas répondre non plus à Naïri sans omettre un sujet essentiel et qui est cohérent avec ce que je viens de dire. C'est que si on est avec l'économie sociale et solidaire dans une économie, dans un modèle favorable aux convergences, à la coopération, à la consultation, à la codécision, c'est aussi un système qui est porteur de paix.
Et je crois qu'on ne le dit pas assez. L'économie sociale, c'est celle de l'échange. C'est celle qui tient à la solidarité et l'équité d'un bout à l'autre de la chaîne. Et donc, c'est là aussi un élément de renversement du modèle. Je pense que l'économie sociale et solidaire, si elle se développe plus fortement dans le monde, aidera aussi à ce qu'un certain nombre de conflits, de guerres se réduisent, voire disparaissent. Je ne voudrais pas être exagérément optimiste, mais je crois qu'il faut aussi marteler cela. Donc, je dis simplement, oui, renversons la table, renversons le modèle et fixons-nous les objectifs, ceux des ODD, des objectifs de développement durable, en insistant sur ceux sur lesquels on est les plus attachés, certainement, mais dans un esprit d'innovation, de participation et de coopération. Je crois que c'est possible, je crois qu'il ne faut plus subir, mais devancer. Merci Thierry, merci beaucoup. Alors Timothée, sur cette question du projet politique pour l'ESS, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis et puis nous parler aussi du rôle que peut y jouer l'expérimentation sociale? C'est une partie qui m'a beaucoup intéressée dans votre livre. Oui, bien sûr, merci. Sur la question du projet politique, déjà, je crois qu'il faut bien rappeler que quand on parle de politique pour l'ESS, il ne s'agit pas évidemment de la politique, il s'agit du politique, c'est-à-dire quel projet de société en fait on porte pour l'économie sociale et solidaire. Puisque alors ça renvoie à un problème en fait interne à l'ESS, c'est qu'en fait c'est un problème historique en réalité, parce que l'économie sociale et solidaire elle s'est institutionnalisée à la fin du 19e siècle. Donc, c'est-à-dire en fait la logique générale de cette affaire, c'était de dire que l'État devait traiter la question sociale à la fin du 19e siècle parce que il y avait une question sociale, il y avait l'émergence du mouvement ouvrier, sa traduction dans le syndicalisme par exemple, dans des partis politiques aussi, et donc la Troisième République a dû traiter en fait cette question sociale, y compris pour asseoir sa propre légitimité et éviter d'être la succession de révolutions qu'on a connues en fait tout au long du 19e siècle, une révolution restauration. Bon. Donc là, par rapport à ça, elle a octroyé finalement, plutôt que d'avoir une intervention économique et sociale directe, je dirais, l'État a décidé de créer des statuts pour permettre à la société civile de se prendre en charge elle-même en fait. Mais ce faisant, il a en fait segmenté cette société civile. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a eu une pluralité de statuts de l'économie sociale et solidaire, notamment le code de la mutualité, la charte de la mutualité en 1898, une flopée de statuts coopératifs de la fin du 19e siècle au début des années 1920, avec à chaque fois, puisque la coopération évidemment concerne l'ensemble des activités humaines, mais les coopératives, elles, sont sectorisées à chaque fois, finalement à une seule fonction. Et donc, puis bon, évidemment, je ne parle pas de l'hétérogénéité du mouvement associatif. Donc, il y a eu comme ça l'octroi de différents statuts pour permettre à la société civile, je disais, de se prendre en charge elle-même. Et tout ça reposait sur un principe qui s'appelle la double qualité. C'est-à-dire que les sociétaires sont aussi les bénéficiaires. Le problème de ça, c'est qu'on est du coup sur un intérêt collectif des organisations, c'est-à-dire que les organisations, elles visent à répondre aux intérêts de leurs membres. Alors évidemment, il y a des dérogations dans le monde associatif, par exemple, dans le secteur social, c'est pas forcément vrai. Mais il n'empêche que c'était ça quand même la philosophie de ces organisations. Pourquoi ? Parce que l'État, évidemment, ne voulait pas faire émerger un concurrent. Imaginez une espèce de super organisation qui soit à la fois mutuelle, coopérative, qui développe tout un tas d'activités associatives. En fait, on refait l'État. Donc, il n'y a pas besoin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le problème, en fait, c'était d'éviter, évidemment, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Tout ça pour dire que ça a posé problème pendant longtemps au sein de l'ESS, puisque du coup, ça a détourné l'ESS d'un projet de société. C'est ce qui fait que, autant dans sa phase d'émergence, notamment au début du 19e siècle, dans les années 30-40, donc 1830-1840, jusqu'à l'acmé de la révolution de 1848, là, l'économie sociale avait un projet de société. C'était la convergence, en fait, entre le projet démocratique de la République et le traitement de la question sociale. Mais à la fin du 19e siècle et dans les décennies qui ont suivi, tout ça se perd, évidemment, du fait de cette segmentation. Avec la crise de l'État-providence dans les années 70, les choses se posent différemment. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a depuis quelques décennies l'essor, par exemple, pour les entreprises, de la responsabilité sociale des entreprises. Il y a certes des critiques qui sont adressées
à l'entreprise et donc une volonté de réforme. Mais au-delà de ça, c'est aussi notamment lié à la financiarisation de ces entreprises, etc. Mais c'est aussi lié au fait que l'État, finalement, ne prend plus seul en charge la question de l'intérêt général. Il n'en a plus le monopole. Donc, c'est ce qui s'explique du point de vue des entreprises, mais ça a eu également des répercussions dans le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est ce qui fait, par exemple, que l'économie sociale et solidaire s'est à nouveau tournée vers l'État et s'est tournée à nouveau vers l'intérêt général. Elle a prétendu, finalement, pouvoir avoir une contribution plus forte à cette période-là. C'est ce qui explique, par exemple, si on prend le monde coopératif, vous avez la déclaration sur l'identité coopérative de 95 qui dit, eh bien, d'abord, on peut avoir des partenariats avec la puissance publique et puis on doit avoir le souci de la communauté, hein, des territoires, du pays dans lequel on s'inscrit finalement. Hein. Donc, il y a une sortie finalement du seul principe de la double qualité, c'est-à-dire qu'on passe de l'intérêt des membres, de l'intérêt collectif à l'intérêt général. C'est ce qui fait aussi que dans ces années-là, il y a eu l'émergence de la notion d'utilité sociale, qui est une notion dérivée de l'intérêt général et qui visait à montrer finalement quelle était la contribution de l'économie sociale et solidaire à cet intérêt général. C'est pour ça qu'on a parlé d'utilité sociale. Voilà, donc ça s'inscrit, voilà, tout ça, je fais ce détour historique pour expliquer en fait pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus d'un projet politique de l'ESS et pourquoi effectivement Jérôme, avec d'autres, ont pu lancer la République de l'ESS. C'est cette idée-là, c'est-à-dire c'est quelle est la contribution de l'ESS à l'intérêt général. Moi, ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'il me semble, c'est un peu ce que j'ai expliqué sur les solutions au début, c'est-à-dire qu'il y a un rôle clé à l'expérimentation. Pourquoi ? Parce que donc l'ESS, elle n'est pas seulement sur un projet, c'est-à-dire un projet écrit, elle est sur un projet pratiqué. Et donc, il y a des expérimentations de l'ESS qui expérimentent ce que pourrait être effectivement cette République sociale et solidaire finalement de demain. Donc, il y a des expérimentations qui testent des réarrangements institutionnels. Je prendrai un exemple. Ce sont les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Fait intéressant, évidemment, ces sociétés coopératives d'intérêt collectif, elles traduisent d'ailleurs cette évolution des modèles coopératifs vers l'intérêt général. Et ces sociétés, ces SIC, elles ont donc dans leur sociétariat, très souvent, il y en a près de 1000 aujourd'hui, et elles ont très souvent des collectivités locales à leur sociétariat. Donc c'est ce qui permet effectivement ces alliances. Mais on trouve également l'État parfois dans les SIC. C'est très rare. Il y a 2 exceptions en réalité, mais qui sont dans le domaine de l'inclusion numérique et qui ont permis, c'est la MENNUM notamment et la SIC Aptic, qui ont également dans leur sociétariat l'État. Moi, c'est un point que je trouve très intéressant parce que ça veut dire finalement que ce qui s'expérimente sur les territoires avec les SIC, ces nouvelles coopérations finalement publiques ESS, eh bien, elles peuvent se retrouver aussi au niveau de l'État. Et donc, on a là finalement une matrice pour repenser aussi la question des services publics en coopération avec des acteurs de l'ESS et on pourrait aller plus loin en disant en coopération avec les habitants. Et là, ça ouvre à la question notamment des communs. Et par exemple, ce qui se pratique dans certaines villes italiennes, je pense à Bologne par exemple, où les citoyens participent directement à la gestion de l'espace public. Voilà. Donc là, il y a finalement dans ces expérimentations de l'économie sociale et solidaire et dans ces réarrangements institutionnels, il me semble qu'il y a là les ferments d'un changement institutionnel d'ampleur plus vaste. Voilà. Et c'est ça qui doit composer finalement le projet politique de l'ESS. Je parle beaucoup du secteur public, j'aimerais dire un mot rapide du secteur privé, puisqu'effectivement, je crois qu'il faut aussi que on ne soit pas, vous savez, dans l'ESS, on aime les tranchées. Et donc, finalement, on débat beaucoup de ce qui nous différencie. Et donc, on va voir, il y a effectivement les différents statuts, et puis il y a les courants idéologiques derrière. Il y a l'économie sociale, l'économie solidaire, l'entrepreneuriat social. Et finalement, tout ce monde-là passe son temps, évidemment, à débattre de ce qui les différencie. Moi, il me semblerait intéressant, effectivement, et c'est la démarche de la République de l'ESS, de les réunir au travers d'un projet, mais ça peut aller même plus loin, c'est-à-dire poser la question de quelles alliances, parce que à moins de penser que l'ESS finalement va remplacer le capitalisme demain, ça va prendre du temps, pourquoi pas, mais ça va prendre un peu de temps. Déjà, ça fait 2 siècles qu'on en parle et bon, on n'y est toujours pas arrivé. Donc la question, ce serait effectivement de bâtir de nouvelles alliances avec les acteurs publics, mais aussi avec les acteurs privés. Ça se retrouve particulièrement aussi au niveau des territoires, dans les pôles territoriaux de coopération économique. Ceux-ci regroupe des acteurs publics, des acteurs de l'ESS et des acteurs privés autour de coopération territoriale. Il me semble que ça, ce sont des logiques également que l'on pourrait retrouver à d'autres échelles. Voilà. Et finalement, on pourrait même d'ailleurs aller à d'autres échelles au niveau européen. Finalement, pourquoi ne pas essayer de substituer aux directives concurrence des directives coopération qui développent ce type de partenariat finalement. Donc c'est ça, je crois, en fait, la vertu de l'expérimentation et à connecter, bien sûr, à un projet politique. Parce que sinon, et j'en conclurai par là, on risque que certains altermondialistes, je pense à Aurélien Bernier dans un livre récent, L'illusion localiste,
appelle finalement l'impasse locale. C'est-à-dire le risque, évidemment, c'est qu'on s'enferme au niveau local et qu'on ne pense pas à un projet de transformation d'ampleur plus vaste. Voilà. Donc il faut penser cette question de l'essaimage, mais aussi cette question des coopérations et cette question des différentes échelles et penser véritablement des coalitions pour amener des dynamiques de changement institutionnel. Voilà ce que je pouvais dire peut-être sur ces éléments stratégiques, je dirais, relatifs au projet politique de l'économie sociale et solidaire. Super, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir été synthétique parce qu'il faut qu'on garde du temps pour les questions. Alors Jérôme, donc on l'a dit au début du débat, ça fait partie du projet de l'ESS de définir du projet de la République de l'ESS, de ce cycle de débat, de définir un projet politique pour l'ESS. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Je vais essayer de ne pas préempter non plus la réponse à la question parce que c'est un peu l'objet des travaux qu'on a engagés, donc je ne vais pas donner la solution tout de suite, mais quelques intuitions quand même. Et en fait, en commençant par quelque chose de peut-être contre-intuitif. Moi, je pense qu'il ne faut pas parler d'ESS pour ne parler que d'ESS, en fait. Voilà. Je pense que le nombrilisme de l'ESS, mais comme de manière générale, à mon avis, ne fait pas forcément progresser les choses. Je suis totalement attaché à nos principes, à nos réalisations, à notre histoire, etc. Mais je suis totalement persuadé que ça ne va pas suffire pour relever les enjeux dont on a parlé. Timothée, d'ailleurs, l'a aussi un peu évoqué. Et si je dois dire en mots, quelques propos télégraphiques, parce que je pense qu'il est quand même maintenant important de donner la parole à ceux qui participent vaillamment à ce webinaire, je dirais qu'il y a, à mon avis, 5 sujets au moins à traiter. Moi, j'en identifie à ce stade 5. Et ça rejoint totalement ce que vient de dire Timothée sur les dangers, voire les illusions du localisme. C'est avoir une vision du monde. Je pense qu'on n'arrivera jamais à faire porter à l'économie sociale tout le potentiel qu'elle peut représenter dans l'organisation économique et sociale de nos sociétés si on en reste seulement au niveau local. Je ne dévalorise pas pour autant en disant ça l'initiative au niveau territorial, les coopérations territoriales, etc. Le sujet, c'est pas non plus la question du changement d'échelle telle qu'elle est posée de façon parfois un peu technocratique. Je parle de vision du monde. Quel problème veut-on aujourd'hui adresser, pour dire ça en mauvais français de consultant? Et je pense que c'est ce qui manque parfois un peu à l'économie sociale pour la rendre crédible, parce que n'ayant pas cette vision du monde, le risque dans nos entreprises, nos organisations, c'est de finalement verser dans une logique gestionnaire, certes à bon compte, de manière aussi vertueuse que possible, avec un sens de l'intérêt collectif ou général, sans aucun doute. Mais si on oublie derrière la vision du monde qu'on essaie de porter, on perd une partie de ce qui est fait de notre spécificité, parce que on perd la racine en fait de notre action. On ne s'éloigne pas de ce qu'on fait, mais on en perd l'originalité de départ. Le deuxième sujet qu'il faut traiter, c'est la question du modèle d'entreprise et de la conception qu'on a du rôle de l'entreprise. J'en parle au sens large du terme, hein. J'inclus ce qui produit de la valeur en termes économiques et pour ce qui nous concerne par des organisations collectives qui existent dans la société, qui contribuent à cette création de valeur, etc. Le rapport de l'entreprise à son environnement, à sa contribution à l'intérêt collectif, voire à l'intérêt général. La question de la propriété des entreprises et de la démocratie en leur sein sont, à mon sens, des sujets qui n'en font qu'un in fine, que finalement tout le débat autour de l'entreprise à mission ou du statut de Bicorp, etc., essaye d'aborder, mais ne fait qu'effleurer, parce qu'en fait, on passe à côté de l'essentiel, et notamment de la structure capitalistique de la propriété de la plupart des entreprises et de la conception patrimoniale qu'on a de l'entreprise, alors que l'entreprise peut ne pas être que ça, et d'ailleurs, elle n'est pas que ça. Non seulement parce qu'elle incarne l'ESS, mais d'ailleurs dans d'autres pays du monde, la conception de l'entreprise n'est pas patrimoniale, et donc cette connexion avec l'intérêt général est un peu plus évidente qu'elle ne l'est, en tout cas dans nos débats franco-français qui sont très matricés par une vision étriquée de l'entreprise. Et je pense que c'est pas neutre, parce que on ne peut pas miser que sur le service public, ni même que sur la réponse du marché,
aux problématiques auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Et donc, c'est pas qu'un problème de l'économie sociale, c'est un problème de conception de l'entreprise. J'aimerais, et là je réponds au souhait de Thierry, que l'ensemble de l'économie sociale, avec toute sa diversité entrepreneuriale, puisse être à l'avant-garde de ça. Et c'est pour ça que le débat sur la raison d'être, l'entreprise à mission, en somme, ce qui était porté par l'Impact, n'est pas inintéressant pour nous. Je pense que ça ne nous concerne pas directement dans l'affirmation de ce que nous sommes. On n'a pas besoin de devenir des entreprises à mission pour dire ce qu'on est, mais par contre, ça nous stimule, ou ça doit nous stimuler pour dire un peu mieux et un peu plus fort ce que nous sommes et ce que nous pouvons représenter. Voilà pour le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est au niveau européen, il faut obtenir des avancées. Il y a un calendrier, un agenda, comme on dit en langage européen, qui est plutôt favorable. Je crois que c'est Thierry qui faisait référence tout à l'heure. Il faut qu'on ait des buts de guerre, et des buts de guerre qui soient à la fois réalistes, et dont on sait qu'il y a quand même une petite chance qu'on puisse les atteindre, et qui sont en même temps aussi signifiants que possible. Et on sait qu'aujourd'hui, on est handicapé par le fait que le droit européen est d'abord un droit de la concurrence, ou du non-obstacle à la concurrence, plus exactement, et qui du coup repose sur l'activité et pas sur la nature des entreprises. Il faut qu'on obtienne, non pas forcément la reconnaissance de statut européen pour les mutuelles, alors il existe pour les coopératives très très peu utilisées par ailleurs, mais il faut qu'on obtienne la reconnaissance des entreprises à but non lucratif ou à lucrativité limitée, ou en tout cas des entreprises de personnes et pas des entreprises de capitaux. Aujourd'hui, la façon dont les traités européens sont rédigés ne connaît finalement que de manière caricaturale que deux formes d'action économique. Je mets à l'écart la question des services publics. En gros, l'entreprise lucrative qui est conçue comme tout ce qui rend des services marchands, et l'entreprise à but non lucratif qui est conçue comme celle qui rend des services non marchands. Ce n'est évidemment ni la réalité française, ni même la réalité de la plupart des États de l'Union européenne. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire bouger, mais il est vrai que faire bouger les traités européens, c'est pas si simple que ça. Donc il faut qu'on prenne des chemins de traverse pour arriver à faire reconnaître la diversité entrepreneuriale. Et puis ensuite, nous aurons peut-être d'autres occasions de faire évoluer le droit de la concurrence. Et pour le coup, je retiens l'idée aussi de Timothée sur le fait qu'il y a des directives favorisant la coopération au-delà de favorisant la concurrence. Je ne sais pas tout à fait quelle forme ça pourrait prendre, mais en tout cas, que nous soyons encouragés à la coopération d'une manière ou d'une autre me semble tout à fait pertinent. Le quatrième sujet à traiter, c'est la question de la citoyenneté économique. Je crois que dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même en avoir conscience, les consommateurs vont se comporter de plus en plus comme des citoyens. C'est peut-être pas vrai à l'échelle planétaire immédiatement, mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui que c'est peut-être plus vrai chez les plus jeunes, mais le choix de consommer essaye d'être plus rationnel qu'il ne l'a jamais été. Alors, tout ceci étant parfois très paradoxal, parce que par ailleurs, l'une des principales sources de pollution mondiale va être, si ce n'est déjà le téléphone portable, par lequel nous réalisons de plus en plus d'achats. J'ai pas l'impression que les plus jeunes générations ont l'intention de se passer de leur téléphone portable assez vite, que ce soit sur la production du téléphone ou sur le stockage des données. Néanmoins, on voit bien que les actes de consommation responsables sont de plus en plus nombreux. Le fait est aussi que certaines entreprises aujourd'hui ont de plus en plus de mal à embaucher. C'est le cas, par exemple, d'une grande entreprise française spécialisée dans la production et la distribution d'énergie, dont le nom se compose d'un anagramme en 3 lettres, par exemple, qui a de plus en plus de mal à recruter des ingénieurs, parce qu'en fait, bosser pour le leader du nucléaire, c'est moins sexy que ça ne l'était il y a 30 ans, en fait, aujourd'hui. Et de fait, la question de l'attractivité de certaines entreprises va aussi être en question. Donc, du coup, la façon de concevoir la citoyenneté économique au sens de la responsabilité d'abord à l'égard de la société, mais aussi derrière de la façon dont on associe les consommateurs, les bénéficiaires des biens et services que l'on rend à la prise de décision, va être, à mon avis, assez fondamentale. Et puis, évidemment, il y a la question de la démocratie dans l'entreprise qui est évidemment posée et qui n'est pas parfaite dans les entreprises de l'économie sociale. On ne pourrait pas le prétendre, je crois. Mais par contre, le fait de progresser en la matière et d'apparaître à l'avant-garde de ces sujets nous met, je pense, face à une responsabilité qui est beaucoup plus importante que ça, qui est celle de contribuer à la vitalité démocratique de nos sociétés. Je
je suis sérieusement inquiet sur ce que nos démocraties peuvent devenir. Enfin, je suis pas le seul, parce que je suis pas devant en la matière, vous voyez tous très bien ce qui peut se passer dans certains pays, y compris très proches. Et il n'y a pas beaucoup de raisons que la France échappe à un grand vent de démocratie illibérale, comme on dit aujourd'hui, ou de démocratie qui ne le sont plus que sur le plan technique, et qui ne le sont plus sur le sens ni des politiques publiques, ni de l'esprit public. Nous avons en principe la chance de nous appuyer sur des collectifs de citoyens engagés, soit directement concernés par ce que nous faisons, parce qu'ils en sont les producteurs ou les décideurs, soit parce qu'ils en sont les consommateurs. Ceci doit avoir de la valeur. Si nous ne sommes pas capables de tirer un fil entre ce que nous faisons grâce à la citoyenneté économique et la démocratie dans nos entreprises, avec l'esprit public dans lequel nous aimons que nos sociétés évoluent, avec la recherche de la paix, comme disait Thierry tout à l'heure, parce que ça peut être la paix entre les États, mais ça peut être aussi la paix à l'intérieur de nos États. Nous avons besoin de sociétés apaisées, j'en suis persuadé aujourd'hui. Là, je parle de la France, je parle de d'autres pays par ailleurs, mais notre pays a besoin d'apaisement. Nos organisations peuvent contribuer à cet apaisement parce que la façon dont elles essayent de fonctionner, là aussi, elles sont souvent imparfaites, mais néanmoins, elles offrent cette possibilité-là. Et puis, le cinquième et dernier sujet qu'il faut adresser, ce sont les grandes causes auxquelles on doit se consacrer. Moi, je suis fier du patrimoine de l'ESS dans tout ce qu'elle a pu réaliser jusqu'ici, qui, comme je le disais tout à l'heure, fait partie du contrat républicain, du pacte social, etc., qui me semble qui sont difficiles à remettre en cause. Pardon, je suis absolument vigilant et attentif à tout ce qui peut émerger aujourd'hui et que Timothée évoquait par ailleurs, mais aussi, il y a aussi la question des grandes causes qu'on veut traiter aujourd'hui. Moi, je pense qu'on ne sera pas crédible si on ne les traite pas, et notamment si on ne traite pas la question de la grande pauvreté et des grandes inégalités qui existent dans notre pays. On a plein d'organisations dont c'est le but premier de s'occuper des inégalités, de favoriser l'accès à une saine alimentation, à une protection sociale, etc. Et dans notre pays qui, je pense, a besoin à la fois de protection, plus que jamais, parce que nos concitoyens ont peur de ne pas l'être assez. Dans notre pays qui a besoin de plus de fraternité, plus de cohésion, je pense qu'on a une responsabilité à jouer en la matière. Et je ne crois pas que l'État aujourd'hui apporte ces solutions, malheureusement. Enfin, malheureusement ou pas d'ailleurs. Peut-être que c'est ma tradition personnelle à moi, philosophique ou politique, je ne sais pas. Mais je crois que l'État n'est plus en mesure de répondre à ce besoin de protection. Sa légitimité est fortement contestée. Nos organisations peuvent essayer, non pas de manière concurrente, non pas de manière oppositionnelles à ce que représente l'État, mais elles peuvent représenter, par ce qu'elles font, par la façon dont elles le font, par les alliances qu'elles nouent, elles peuvent représenter la réponse à ce besoin de protection et de fraternité. Et pour finir, je crois qu'il faut que nous réapprenions, pardon Timothée, parce que c'est à toi que j'ai dit la première fois, mais que nous réapprenions à faire des choses un peu plus grandes que ce que nous sommes. Voilà. On a des très belles entreprises, des très belles organisations qui ont pignon sur rue, pas forcément en tant que structure de l'économie sociale, parce que finalement, il n'y a pas grand monde qui s'en revendique, même les entreprises leaders de l'économie sociale osent à peine parfois dire qu'elles sont de l'économie sociale. Mais il faut qu'on réapprenne à faire des choses un peu plus grandes que nous et donc à aller chercher les sujets où ils sont là aujourd'hui et peut-être un petit peu moins gestionnaires et un petit peu plus visionnaires. Merci beaucoup. Alors, j'ai eu un petit souci technique, donc je vais regarder les questions sur mon téléphone. Je vais relayer toutes vos questions et demander ensuite à chacun de nos intervenants d'y répondre de manière très synthétique. Alors, une question de Françoise Martin. Quel lien avec les organisations de l'ESS ailleurs dans le monde? Les questions qui nous traversent sont-elles les mêmes? Les propositions de réponse aussi, quel travail en commun? Donc, j'appelle nos intervenants à noter la réponse. Peut-être que ça, c'est une question pour Thierry ou pour Timothée. Enfin, ça peut être une question pour chacun d'entre vous, mais je vous appellerai à y répondre vraiment brièvement. Deuxième question, Jean-Marc Douce. Une des failles du système capitaliste, c'est qu'il peut maximiser les profits en laissant de côté un nombre de plus en plus important d'individus. Qu'en pensez-vous? Troisième question, Morgane Martin.
Avez-vous entendu parler de l'initiative Grandes Écoles de la Transition et si oui, s'inscrit-elle selon vous dans le positionnement de l'ESS? Une nouvelle question de Jean-Marc Douce. Ne pensez-vous pas qu'une des forces de l'ESS est d'être inclusive quand le capitalisme est devenu exclusif? Abou Abdallah se plaignait qu'on ne donnait pas assez la parole aux participants. Je la donne aux participants. Alors, Jean-Marc Faure, avec l'euro, les États ne peuvent plus émettre leur devise nationale et donc effacer partiellement leur dette ou complètement. Stéphanie Kelton, conseillère de Bernie Sanders, le mythe de la dette. C'est une intervention plus qu'une question. Georgia Ciuto, discussion passionnante, merci aux intervenants. En tant que citoyenne et très intéressée par l'économie sociale et solidaire et le développement durable, j'ai entendu parler de la République de l'ESS. Monsieur Sadier, pourriez-vous nous donner des informations concernant cette consultation citoyenne et la rédaction de la nouvelle déclaration politique? Donc une question très précise à laquelle il faudra répondre. Anne-Sophie Marchand, comment développer la communication des acteurs de l'ESS pour une médiatisation mobilisante dans l'espace public? Comment développer la notoriété grand public qui suscite l'envie d'en être? Peut-être une question pour Jérôme aussi. Noura Haït Ourja, quelle clé de conduite du changement pour désosser les résistances, tant au niveau politique, managérial et entrepreneurial? Voilà, alors on va commencer par Timothée. Vous avez envie de répondre à quelle question? Peut-être celle sur l'international, peut-être Ça, c'est plus Thierry, ça. C'est quand même l'expert absolu. Je sais pas. Il y a plein de questions très précises. Moi, ce que je peux peut-être dire, c'est sur les questions. Je vais prendre les questions plus sur les alternatives, on va dire. La question en fait qui se pose, parce que je voyais, il y a ESS inclusive et capitalisme qui est plus exclusif. Il y avait la question du capitalisme qui viserait seulement à maximiser les profits et qui accroîtrait les inégalités, etc. Ça renvoie à une question vraiment par rapport au système économique. Encore une fois, il y a eu souvent l'idée dans des courants évidemment à tendance plus socialiste ou avec des degrés de radicalité, il y a eu l'idée que finalement on pouvait remplacer le capitalisme et pourquoi pas avec l'ESS. Mais ça, c'était, j'ai envie de dire, ça peut demeurer présent. Pourquoi pas? Après, moi, je pense que je crois pas à une rupture brutale, je crois pas à un effet de remplacement. J'ai plutôt le sentiment que si ça doit se faire et s'il doit y avoir des changements, ça se fera plutôt par des évolutions au fond. Voilà. Et donc, du coup, je trouve que sur la question de la réforme du capitalisme ou de la réforme de l'entreprise, il y a quand même un sujet intéressant. C'est-à-dire que le problème, c'est que souvent, il est abordé de manière beaucoup trop caricaturale, et des deux côtés. C'est-à-dire, finalement, quand on met en œuvre les entreprises à mission, on va au final pas très loin. Parce qu'en fait, il s'agit juste d'exprimer une raison d'être et puis de se fixer des objectifs et d'en vérifier les résultats avec des tiers. Mais on pose pas la question du partage de la valeur, on parle pas de la question du partage de la gouvernance. Voilà, donc c'est réellement, je veux dire, donc je crois qu'en fait, c'est le problème en fait. Alors, je crois que l'intention initiale peut être intéressante, c'est-à-dire cette idée d'une réforme de l'entreprise, mais on ne va pas au bout de la question. Moi, je crois que là-dessus, l'ESS, elle peut développer une vision, justement, pour reprendre ce que disait en conclusion Jérôme tout à l'heure, elle peut développer une vision. Typiquement, quand on parle des collèges, d'approches multipartenariales, etc., ou des collèges dans les SIC ou dans les associations, enfin dans l'ESS en général, on est dans cette idée-là, c'est-à-dire on est dans l'idée aussi, il faut sortir aussi d'une vision de codétermination à l'allemande où il y aurait finalement une réconciliation entre salariés et capital. Il faut poser la question des usagers, il faut poser la question des territoires dans lesquels cela s'inscrit, de la place de la puissance publique dans tout ça. Je crois qu'il peut être intéressant aussi de proposer, pourquoi pas, un modèle de réforme de l'entreprise inspiré de l'ESS. On pourrait poser
cette question de la pluralité des parties prenantes. J'insiste vraiment là-dessus, c'est pas juste de la cogestion. On pourrait poser la question des écarts de salaire, puisque ça se fait avec l'agrément ESUS. Hein. Alors, évidemment, l'ESS elle-même ne l'applique pas toujours, mais du coup, ça pourrait valoir la peine, je pense, de soulever cette question. Si on dit qu'on veut réduire les inégalités, ça passe beaucoup quand même par les rapports au sein de l'entreprise. Hein. Donc là, il y aurait sans doute quelque chose à soulever. Si l'on parle de la contribution à l'intérêt général ou de l'utilité sociale, eh bien, pourquoi ne pas soulever cette question pour les entreprises? Toutes ne pourront pas évidemment y répondre. Hein. Je veux dire, y compris les petites entreprises, on n'est pas forcément tous contributeurs de l'intérêt général, mais on peut peut-être quand même le faire malgré tout. C'est-à-dire, il y a des dynamiques de lien social, il peut y avoir une préoccupation écologique qui est plus forte. Enfin bon, donc il y a quand même des choses que l'on peut soulever de cette manière-là. Donc je crois quand même que l'ESS finalement, elle pourrait à la fois être dans ce développement d'une vision du monde et à travers des coopérations les coopérations que j'évoquais tout à l'heure, avoir des effets d'apprentissage aussi sur le secteur privé. Hein, finalement, c'est aussi ça, parce qu'une coopération, en fait, on apprend réciproquement. Et donc, je crois qu'il peut y avoir une logique de contagion en fait de cette manière-là, et qu'il faut pas moi, je ne crois pas dans l'idée, encore une fois, d'une substitution de l'entreprise classique par l'ESS. Voilà. Donc, je crois plutôt qu'il y aura des métissages, des coopérations, et c'est cela, moi, que j'aurais tendance à vouloir encourager. Et ça, pour conclure là-dessus, je crois beaucoup je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, mais la théorie des communs. Quand on disait le capitalisme est exclusif, effectivement, oui, parce qu'il repose sur un modèle de propriété privée qui finalement donne tout pouvoir à son détenteur. Hein, c'est évidemment ces sociétés de capitaux en particulier. Ben moi, je crois qu'on pourrait essayer de revoir ces modèles-là et de poser effectivement la question des droits de tirage, finalement, des droits d'accès de chacun à cette propriété. C'est ça que soulèvent les communs, finalement, hein, des principes de gouvernance multipartenariale avec cette idée, finalement, de droit d'accès, de droit de contribution que l'on pourrait repenser dans ce cadre-là. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire peut-être sur la question du rapport au capitalisme pour prendre un angle, quoi. Hein. Voilà. Merci beaucoup Timothée. Alors Thierry, donc je repose la question, quel lien avec les organisations de l'ESS ailleurs dans le monde et les questions qui nous traversent sont-elles les mêmes? C'est une question intéressante. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs en s'apercevant des cohérences et des effets miroirs entre les acteurs de l'économie sociale dans le monde que on avait eu l'idée de créer les rencontres du Mont Blanc qui sont devenues le Forum international de l'économie sociale et solidaire parce que nous étions stupéfaits en 2004 et un peu honteux de constater à la fois que l'économie sociale et solidaire était présente partout dans le monde et qu'elle n'en faisait pas grand-chose. J'exagère parce qu'il y avait déjà l'Alliance coopérative internationale, l'Association internationale de la mutualité, mais il n'y avait pas vraiment de plateforme accueillant petites et grandes organisations et entreprises de l'économie sociale et solidaire, quelle que soit leur forme. Et donc, ce qui nous a frappé dès les premières réunions qui ont eu lieu au Mont Blanc, donc ou réunissant des personnes, des actrices et des acteurs de l'économie sociale qui venaient des différents points du globe, c'est l'immédiateté de l'intercompréhension entre elles et entre eux. Pourquoi? Parce que, en fait, ils vivaient sur le terrain de manière différente. Parfois, c'était des toutes petites organisations, parfois, c'était presque des monstres, je dirais. Hein. Entre la petite organisation énergétique de l'Inde et puis le Mondragon d'Espagne, du Pays Basque, qui était déjà international, il y avait une différence formidable. Mais en réalité, sur la reconnaissance des valeurs de démocratie, d'équité, de propriété à la fois privée et collective et de solidarité, il y avait une communauté d'entente, je dirais, qui s'est tout de suite remarquée. Et ça s'est développé au fur et à mesure des années. D'autres organisations internationales ont d'ailleurs joué un rôle sensible dans ce domaine. Je pense notamment au Global Forum qui a été créé par la ville de Séoul au départ et qui a permis une alliance là entre ces acteurs et ces actrices et les villes, ce qui est aussi extrêmement important. Et là, il y a eu aussi une reconnaissance de valeur
c'est important, entre l'économie sociale et solidaire et beaucoup d'acteurs élus, maires adjoints de villes, présidents de régions, présidents d'États régionaux. Donc oui, il y a, pour répondre à cette question, une reconnaissance, je dirais réciproque, qui a conduit à des échanges, à des comparaisons et aussi à des prises de position communes et aussi d'ailleurs à la fabrication de projets communs. Donc je réponds positivement. Et pour répondre à une autre question qui est liée, à mon avis, qui a été posée tout à l'heure, ça explique pourquoi l'économie sociale et solidaire a des chances progressivement peut-être de prendre le pas sur les autres systèmes. Le problème n'est pas de supprimer demain matin le système capitaliste, le problème c'est de peser et de prendre de plus en plus de place. Et on n'a pas assez posé ce débat en ces termes. L'économie sociale, se cachant derrière son petit doigt, et d'une certaine façon, pendant trop longtemps, ayant peur du poids du capitalisme et de toute l'idéologie qui a été développée, du système de communication qui a été développé autour. Et je voudrais présenter, parler de 4 termes, pardon, 2 en C et 2 en A. Je crois que l'économie sociale, pour dissoudre, je dirais, les résistances, doit cultiver ces convergences. Je crois qu'on l'a dit tous les trois tout à l'heure, et pour moi c'est fondamental. Elle développe ces convergences en son propre sein, mais aussi à l'égard d'autres acteurs. C'est une conception ouverte de l'économie sociale et solidaire qui doit sortir de ces timidités. L'autre C, c'est la cohérence. Je crois qu'effectivement, il peut y avoir des systèmes intermédiaires, tant mieux. L'économie sociale et solidaire peut polliniser, mais l'économie sociale a une cohérence grâce à l'ensemble de ses valeurs, qu'elle ne met pas aussi souvent que nécessaire, d'ailleurs, en action simultanément. C'est ça la question. Et puis deux termes en A. Il faut qu'elle se rende plus accessible, il faut qu'elle simplifie sa présentation, il faut effectivement qu'elle simplifie ses institutions et ses textes, et c'est en route grâce aux différentes lois qui ont été votées dans le monde sur l'économie sociale et solidaire. Il y a une étude qui a été provoquée par le Forum international de l'économie sociale et solidaire et le groupe pilote, qui est prête maintenant et qui montre les convergences possibles. Donc, il faut aussi effectivement qu'elle se rende plus accessible et qu'elle soit plus parlante, plus communicante. Et puis, je rejoins ce que les uns et les autres ont dit tout à l'heure, l'autre A, c'est l'affirmation. L'économie sociale et solidaire doit s'affirmer. Elle ne doit pas avoir peur de parler. Pendant longtemps, elle a dit « vivons heureuses, vivons cachées ». Et bien maintenant, pour vivre heureuse et pour réussir, il faut parler, il faut s'adresser aux autres et sortir du bois. Merci beaucoup, merci Thierry. Alors Jérôme, il y avait une question donc très concrète sur la démarche de la République de l'ESS et ses étapes. Est-ce que vous pouvez y répondre? Oui, très facilement. D'abord, donc c'est une démarche qui est totalement ouverte à tous ceux qui souhaitent y participer. C'est pas réservé à des happy few, à des grandes organisations de l'ESS. Donc il y a une plateforme en ligne à laquelle il faut s'inscrire. Ça s'appelle, je l'ai sous les yeux, enfin je l'avais tout à l'heure, la République ess.org. Sinon, vous allez sur le site de SS France, ess-france.org, et vous y aurez accès. Donc, il y a des contributions générales, thématiques. Vous pourrez lire et réagir à celles qui y figurent déjà. Et on mène parallèlement à ça un travail de rédaction de ce que j'ai appelé la déclaration ou la charte de principe, on verra comment ça s'appelle, qui se nourrit progressivement de ce qui est mis sur la plateforme. On a des grandes entreprises qui vont y contribuer, peut-être des syndicats et des partis politiques également. On va voir par ailleurs, ça sera évidemment indiqué sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes faciles à suivre sur les réseaux sociaux. Il y aura aussi des webinaires ou des agoras de cette nature qui vont encore être organisés. Malheureusement, peu d'événements physiques. Pour le moment, c'est un peu compliqué de les envisager. Le seul qu'on ait envisagé, il est programmé le 2 décembre prochain. C'est un congrès de l'ESS qui devrait nous permettre non seulement d'adopter ce texte, mais de faire un bel événement, et j'espère qu'on aura le droit de le faire avec suffisamment de monde. On commence à peine
le penser, parce qu'on n'ose pas penser en fait à ce que ça peut être un gros événement avec beaucoup de monde. En fait, encore, on a un peu timoré par le contexte, mais on va se réveiller bientôt, bien évidemment. Peut-être même qu'il sera ouvert au public, mais ça, pour le moment, c'est un peu compliqué de le dire. Voilà sur la République de l'ESS en tant que telle. Après, j'ai entendu les questions sur la communication. On est dans un vrai paradoxe, en fait. Au moment où l'acronyme ESS est de plus en plus connu et revendiqué dans le grand public, les principaux concernés, entreprises, organisations de l'ESS, sont encore très frileux pour s'appuyer dessus. Ouais, c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre. Peut-être qu'il faut du temps pour revenir sur l'affirmation de ce qu'on est lorsqu'on a mis beaucoup de temps à s'en dégager. Mais il est vrai que l'ESS, c'est pour ça qu'on a cette démarche avec la République de l'ESS, elle a une définition juridique. Moi, je la connais un peu, elle date de la loi de 2014, et c'est évidemment pas sur la définition juridique qu'on va communiquer. Il est vrai qu'une coopérative, une mutuelle peut se revendiquer de l'ESS, mais la plupart du temps, mutuelle, c'est devenu un nom commun pour qualifier une activité de protection sociale complémentaire, alors que ça ne se résume pas à ça, mais voilà, dans l'esprit public, c'est devenu ça. C'est d'ailleurs pas le moindre des paradoxes, mais c'est un succès en plus. Les coopératives, je pense que peu de gens imaginent ce qu'est le phénomène coopératif dans leur vie quotidienne, entre leur banque, leur supermarché, leur commerce de proximité, parfois même l'endroit où ils habitent, etc., leurs producteurs d'énergie. Ils n'imaginent pas tout ce que ça peut représenter dans leur vie quotidienne. C'est un vrai enjeu pour le monde coopératif de savoir s'il se revendique comme coopératif, déjà pour commencer, et puis au-delà de ça, même s'il revendique son appartenance à l'économie sociale. Donc c'est un acronyme finalement que je qualifierais presque d'oxymore, mais d'oxymore sympathique parce qu'en fait, c'est un peu notre chance, c'est qu'en fait, quelque chose qui est à la fois économique, social et solidaire, on peut quand même difficilement être contre, oui. Donc peut-être que finalement, parfois on me dit, mais on aurait plutôt intérêt à rester flou et ambigu parce que finalement, on peut mettre tellement de choses derrière ESS. Et moi, je m'y résigne pas en fait, parce qu'aujourd'hui, je vois bien comment aussi certains, à l'extérieur de l'économie sociale et solidaire, prétendent qu'ils en font partie, alors qu'ils n'en respectent aucun des principes ou très peu, et qui mélangent ça avec de RSE, etc., ce qui est par ailleurs très bien, la RSE, j'ai pas de problème, mais on ne parle pas exactement de la même chose en fait. Et donc c'est pour ça que je m'en suis résigné à l'idée qu'il fallait qu'on en passe par une étape de réaffirmation politique, de savoir que le but que nous poursuivons au moyen des organisations et des formes de mobilisation collective qui sont les nôtres. Voilà. Je crois qu'il faut en repasser par là, sinon tout ceci va rester assez confus. Et derrière, j'espère qu'on pourra convaincre des organisations coopératives, mutualistes, associatives, de s'afficher comme faisant partie de l'ESS, ce qui est quand même aujourd'hui la minorité. Dans le monde associatif en particulier, c'est compliqué de revendiquer le fait qu'on fait partie de l'ESS parce qu'il y a le mot économie dedans. Et encore dans le monde associatif aujourd'hui, c'est compliqué de revendiquer le fait qu'on a une activité économique et un rôle dans le monde économique, alors que la force des associations dans le modèle économique français, elle est considérable en fait. Et donc voilà, il faut sortir de cette timidité, c'est comme ça que je le qualifierais. Et puis je notais aussi peut-être sur parmi les questions les clés de conduite du changement pour désosser les résistances. Moi, je crois qu'il faut montrer ce qu'on est et ce qu'on fait déjà pour commencer, parce que en fait, d'expérience dans les relations avec les pouvoirs publics, quand vous commencez à expliquer qui vous êtes, on commence déjà à vous regarder différemment en fait. Bon, après, il faut que tout le monde joue le jeu dans ceux qu'on prétend représenter, parce que si vous êtes tout seul derrière, c'est un peu couillon. Mais je pense que c'est quand même, ça fait quand même partie comment dire, des fondamentaux. Et puis pour finir, moi, je citerai 3 verbes en fait qui pourraient, je le fais au débeauté, j'y ai pas plus réfléchi que ça à vrai dire, mais qui pourraient qualifier ce que pourrait être nos stratégies pour demain. Et il n'y a pas de priorité dans ce que je veux dire, mais bon, Thierry l'a dit, il faut polliniser.
Ça rejoint aussi ce que disait Timothée sur le fait que ce que nous sommes devrait sans doute irriguer le droit de l'entreprise. Ça, j'y crois fondamentalement. Je crois que la loi Pacte, elle, elle est passée à côté de l'objectif pour ce qui nous concerne en tout cas, mais c'était pas forcément le plus grave. Je pense qu'elle est passée aussi à côté de l'objectif sur, et on voit bien dans certains cas bien connus dans l'actualité, comme Danone, que notre entreprise d'émission ne protège pas du tout, loin de là. Mais donc, je crois qu'on a cette responsabilité-là de polliniser le droit de l'entreprise et la conception qu'on en a dans le monde patronal, dans le monde économique. On part de très très loin hein, pour quand même fréquenter des milieux patronaux. Je peux vous dire que c'est pas qu'on parte de zéro, mais dès lors qu'on commence à passer de l'abstraction ESS à qui on est exactement et qui on prétend représenter et comment on prétend peser, là on se heurte à un mur d'incompréhension assez flagrant. C'est souvent vrai du côté des pouvoirs publics, même si c'est de moins en moins vrai, objectivement. Je pense que ça évolue finalement plus du côté des administrations que du côté du monde patronal, mais qui voit aussi peut-être une forme de concurrence. Le deuxième mot que je retiens, le verbe en tout cas, c'est le verbe, ça va peut-être vous faire sourire, mais c'est encercler. L'ESS n'est pas un secteur économique. Je ne cesserai de le dire, parfois c'est abusivement considéré comme tel. L'ESS est présente dans la quasi-totalité des secteurs d'activité économique de ce pays. Il y en a quelques-uns où c'est un peu moins vrai quand même. Hein. Dans l'armement, c'est pas tout à fait vrai, même si, ouais, mais même si, Thierry, tu te parles, mais même si certains sous-traitants de l'industrie de l'armement sont coopératifs, par exemple. Des scopes d'artisans notamment travaillent indirectement pour l'armement, ce qui d'ailleurs pose parfois problème dans des banques que je connais bien qui essayent de ne pas toucher à certains secteurs. Mais quand il s'agit de sous-traitants, bah, ceux qui fabriquent les boulons des chars d'assaut, faut quand même savoir où est-ce que ça s'arrête en fait. Mais étant présent donc au-delà de la blague dans la quasi-totalité des secteurs d'activité, de l'industrie, de la production de services, etc., de la distribution, de la production alimentaire, il faut qu'on arrive dans chacun de ces secteurs-là à avoir des stratégies d'influence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux que constater que nos organisations collectives ne sont pas au niveau en fait pour avoir ces stratégies d'influence. On a engagé un mouvement avec CES France, avec les chambres régionales, avec les grandes familles de l'ESS pour essayer d'être mieux structurés. Mais il faut jouer avec les armes des autres. Et donc, ça nécessite une stratégie d'influence. Vouloir porter un discours, avoir envie de conquérir des positions, envie de convaincre aussi, ça ne s'improvise pas sur un bout de papier ou sur un coin de table. En fait, il faut des vraies stratégies. Et c'est, quand je dis encercler, c'est le fait d'arriver à être présent un peu partout. Et puis, le troisième et dernier mot auquel je pense, c'est inspirer. Parce que je pourrais choisir un thème plus fort, mais il me semble qu'on est de toute façon dans un défi de nature idéologique, en fait. Je crois que c'est Thierry tout à l'heure qui évoquait l'idéologie de la forme capitalistique de l'entrepreneuriat. Elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, je la conteste pas par principe, en fait. Moi, j'en note les limites, comme elle a aussi des avantages à certains égards. Je ne la pense pas adaptée au monde dans lequel on vit et aux enjeux qu'on a à relever. Donc, je pense qu'il faut essayer de trouver autre chose. Mais trouver autre chose, ça nécessite d'avoir les idées particulièrement claires sur ce que nous promouvons par ailleurs. Et encore une fois, j'y reviens, si on ne fait pas un lien entre la façon d'entreprendre dans l'économie sociale et les effets que ça peut avoir sur la production de valeur et sur le partage de cette valeur, ainsi que la préservation des équilibres naturels, ainsi que le renforcement de la démocratie, si on n'est pas capable de l'objectiver, ça ne sert pas à grand-chose de faire des grands discours. Donc c'est à ça que je nous invite en fait, mais pour le coup, il y a une part de technocratie dans l'affaire parce qu'il faut modéliser les choses, il y a une part de militantisme dans l'affaire parce qu'il faut savoir les expliquer, et puis il y a une part fondamentalement idéologique parce que moi je ne me contente pas d'être une sympathique alternative là où l'économie capitaliste n'a pas envie d'aller, ou là où les services publics n'ont plus les moyens d'aller. On ne peut pas être l'économie résiduelle en fait. D'abord parce que c'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui, et en plus, c'est pas à la hauteur de ce que nous prétendons incarner. Donc, c'est un vrai combat idéologique derrière qu'il faut mener. Merci beaucoup, Jérôme. D'ailleurs, merci d'autant plus qu'on a reçu
nouvelles questions et qu'il y a certaines questions auxquelles vous avez répondu par anticipation. Je suis désolée, on a déjà dépassé le temps qu'on devait consacrer à ce débat. Donc, je ne vais pas relayer les dernières questions, sauf une qui est très simple et très concrète pour Camille. Donc, où peut-on trouver, où peut-on acheter les livres, les 2 livres? Et aussi, où peut-on rencontrer, il y avait aussi où peut-on rencontrer les 2 auteurs. Mais ça allait. Pour les 2 auteurs, je les laisserai vous donner leur mail s'ils le souhaitent. Mais les livres vous pouvez les commander soit sur le site des éditions Les Petits Matins, donc l'adresse doit être lespetitsmatins.fr, ou vous pouvez les commander dans toutes les bonnes librairies en évitant les GAFA si possible, même s'ils sont certainement en vente dessus. Mais allez plutôt chez votre libraire pour commander le livre, il pourra l'avoir sans problème. Merci beaucoup. Merci à ESS France d'avoir organisé ce débat, dont était partenaire, j'ai oublié de le dire en introduction, mais je le rappelle, l'association des lecteurs d'alternatives économiques, où je suis journaliste. Voilà, c'est à ce titre que j'animais ce débat. Merci à nos intervenants. Merci à Timothée Duverger, à Thierry Jantet, à Camille Dorival, à Jérôme Sadier, et merci à tous les participants.